Mindset Positif, le podcast. Bonjour, bienvenue au podcast Mindset Positif. Vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Sabrina, je suis auteure, conférencière du livre Mindset Positif, coécrit avec Martin. Et on est un couple dans la vie et on a aussi plein de toutes autres tâches connexes, donc entrepreneur, investisseur immobilier, sportif, je peux encore le dire. J'écris 3-4 livres entre ça. Et on aime, pour la saison 2 du podcast, on voulait vraiment faire venir des gens qui apportent quelque chose, apportent des solutions. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que c'est quelqu'un qu'on a rencontré au Salon de l'Éveil au printemps dernier. Et faut que je dise, là, Philippe, autant toi et ton père, vous dégagez quelque chose qui fait que les gens venaient à vous facilement et j'aimais l'approche que les gens avaient parce que il y a comme un bagage, une énergie. Oui, c'est l'énergie qui se dégageait, qui était impressionnante, puis qui était attirante, qui était intrigante. Fait que Sabrina, quand elle m'a dit hey, j'aimerais vraiment ça avoir Philippe. Ben oui, puis Philippe m'a écrit parce qu'ils viennent de sortir leur nouveau livre. Je sais que tu as un nouveau programme et tout ça, puis je dis, il me semble que ça fit complètement avec le mindset positif. Dans votre cas, la vie repensée, que je sais que ça a vraiment un lien avec le bonheur. Fait que c'était comme, ça venait de soi de faire le podcast ensemble. Fait que Philippe, dans le fond, à tous les podcasts, au lieu de présenter l'invité, on demande toujours à notre invité de se présenter d'où il veut dans sa vie. Donc, on aimerait ça connaître Philippe Brouillard. Fait que je fais une histoire courte. Je suis né dans le monde spirituel. Mon père qui est médecin, qui était médecin, il a été médecin pendant 46 ans. Mais il y avait quand même aussi la spiritualité chez eux. Donc, ça faisait partie déjà de sa réalité quand je suis né. Il y a 42 ans aujourd'hui. Et la spiritualité n'était pas quelque chose de très, très connu dans ces années-là. On était encore à l'église, mais c'était la fin de l'église, pas mal, mais c'était encore présent. Et à 8 ans, mon surnom, c'était le souriant. J'avais déjà un peu le mindset positif chez moi. Je voyais la vie de façon positive. À 9 ans, j'ai commencé mes cours de développement spirituel. Mes parents avaient leurs cours pour adultes. Moi, j'avais mes cours pour enfants. Et après ça, de tomber vers l'adolescence, puis à l'adolescence, qu'est-ce qu'on veut, c'est faire comme tout le monde. Hein? Pas comme nos parents, on veut faire partie de la gang, on veut faire partie. Puis aussi, l'école, moi, je trouvais ça dur, pas parce que j'étais pas bon, mais j'étais multipotentiel, fait que j'étais très bon à l'école, mais je posais la question pourquoi. Il n'y avait jamais de réponse pourquoi. On apprenait ce qu'on apprenait, parce qu'il faut apprendre ça, mais pourquoi? Parce que ça fait partie du cursus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Fait que la vie a tout le temps été... Moi, j'ai tout le temps été à la recherche de comprendre pourquoi, mais il n'y a jamais vraiment personne qui me donnait pourquoi. Fait qu'à un certain moment donné, j'ai commencé à faire des cours de PNL, d'hypnose, de chamanisme. J'essayais de comprendre un peu la vie et même la spiritualité, mais on retasse ça parce que, bon, il n'y a personne qui en fait qu'on va faire comme tout le monde. Je suis tombé beaucoup dans la consommation de matériel, les autos, les sports extrêmes, ces choses-là. Mais je suis jamais capable de trouver qu'est-ce qui manquait, puis il n'y a personne qui était capable de m'expliquer aussi. J'ai eu une super bonne entreprise, on faisait un bon revenu, on avait 8 employés, moi et ma femme. Puis même si je faisais une grosse différence dans la vie des gens avec la santé, il manquait encore quelque chose que je ne savais pas quoi. Même si en lisant beaucoup de livres sur le bonheur, sur le mindset, ça faisait partie aussi de la recherche, d'essayer de comprendre, jusqu'à temps que je me dis, OK, il faut que je sorte de ma prison de verre, qui est l'entreprise. Hein. On a quand même du plaisir dedans, mais il manque encore quelque chose. Puis à un moment donné, quand c'est rendu gros, t'es comme pris un peu dedans. Mais je me suis dit, OK, il faut que je me sorte de là. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire en dehors de toutes les multiples formations que je suis allé chercher au travers des années, autant en spirituel qu'en coaching, qu'en quasiment nommé-là, je l'ai quasiment tout fait. Là. Je cherchais. Et là, je suis tombé sur un doctorat qui était par Dr. Amit Goswami, qui est un Indien, qui est un premier un peu qui parle de spiritualité et de science en même temps. Son père était prêtre hindouiste. Lui est allé en physique nucléaire. Il a enseigné aux États-Unis pendant des années. Fait que c'était comme la pure physique puis la spiritualité. Ça faisait un peu comme moi.
ces deux domaines, la médecine de mon père et la spiritualité. Et là, c'est un premier qui était capable de nous expliquer ce qu'on comprend en spiritualité ou ce qu'on sait intuitivement, et capable de nous l'expliquer consciemment avec la science aujourd'hui. Donc là, ça a commencé à m'intriguer davantage, même si j'y avais touché comme 20 ans avant, mais sans plus d'attardement. J'étais trop concentré sur ce que je faisais. Et quand j'ai commencé mon doctorat, la première année, je comprenais rien, puis j'étais comme, moi, je veux quitter, parce que c'est comme on parle du chinois. Et là, ils ont demandé aux étudiants s'il y a un étudiant qui voulait enseigner aux premières années de la maîtrise et au doctorat, puis j'ai fait, bon, la meilleure façon d'apprendre, c'est de l'enseigner. Je suis le seul qui a levé la main. Et les premiers feedbacks qui sont sortis, c'est pour une fois qu'on commence à comprendre quelque chose quand j'enseignais, comparé à mon professeur. Et donc, ça m'a vraiment mis la compréhension pour une fois que le pourquoi, je suis capable de le comprendre, je suis capable de l'expliquer, puis je suis comme tombé là-dedans à vraiment essayer de tout comprendre ce qu'on vit, puis pourquoi qu'on vit. Pourquoi qu'on a tant de difficultés, par exemple, à avoir un mindset positif, ça, on en parle aussi parce qu'on est pris. Ça fait partie de notre évolution humaine. L'humain a dû être dans le négatif parce que c'est une question de survie. Il y a un processus dans notre cerveau qui est là à propos. S'il y a un lion, ben, il faut se rappeler qu'un lion, c'est dangereux. Il faut se rappeler bien des choses, tandis qu'aujourd'hui, dans notre vie, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans notre vie? Pas grand-chose. Mais on voit notre boss qui est encore dangereux. Fait qu'on s'est créé des choses qui ne sont pas dangereuses, mais on le vit de la même façon. Et donc, le mindset positif est tellement primordial aujourd'hui. Dans le temps, on ne l'avait pas de besoin, mais aujourd'hui, on est tellement brimé par un paquet de choses. C'est de comprendre pourquoi qu'on a de la difficulté, par exemple, à avoir un mindset positif, pourquoi qu'on a de la difficulté à avoir un bonheur. Il faut comprendre pourquoi l'être humain est pris là-dedans. Et c'est là que je suis comme passionné, passionné, inspiré par toute cette réalité-là. Ce qui m'a amené d'écrire un livre, sortir des programmes, un paquet de choses, parce que je pense qu'il faut comprendre aujourd'hui et arrêter un peu d'être On est parti de la religion où est-ce qu'on y croit aveuglement. Ça fait pas de sens pour beaucoup de gens, fait qu'on s'est tourné vers la spiritualité. Ça fait du sens, mais il faut encore y croire aveuglement. C'est ce que la physique quantique aujourd'hui nous amène à arrêter de croire aveuglement et être capable de le comprendre scientifiquement ou neurologiquement ou consciemment. Toute cette réalité-là. Donc, c'est un peu une histoire courte, si on veut, dans mon histoire qui m'a amené à travers un paquet de défis, paquet d'aventures au travers de tout ça, ce qui m'amène aujourd'hui à être passionné par l'évolution humaine, en réalité, dans tout ça. Ben, j'aime vraiment ça parce que, je vais être honnête avec toi, la première fois quand on s'est croisés, parce que je pense dans les 2 salons de l'éveil, on s'était vus, mais là, je voyais votre poster de physique quantique, puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est quoi ça? J'étais allée googler. Parce que j'essayais de comprendre, moi aussi, je comprends que l'approche est spirituelle. Je comprends qu'il y a un côté aussi au niveau du corps, de la santé, mais comment ça se met ensemble? Et c'était ça que... Puis là, c'est ça que je comprends que le livre que vous venez de sortir, c'est justement le ensemble pour venir comprendre qu'est-ce qui interagit. Puis même moi, ça m'a fascinée parce que c'est ça que je disais. Je dis là, je me sens un peu inculte. Il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'était quand on s'est croisés au mois de mars dernier. Mais ça m'avait quand même ouvert une opportunité de se dire, ben oui, pourquoi, tu sais, moi, j'ai mon bol tibétain qui est toujours là à chacun des podcasts. J'ai des choses qui, je sais que ça me ground, je sais que ça m'apporte, mais là, de ce que je comprends, toi, c'est la question, pourquoi ça le fait. Oui, exactement. Effectivement, tu sais, si on parle de ton bol tibétain, par exemple, donc quand je suis allé au Népal, j'ai fait la certification de traitement avec les bols tibétains là-bas. Mais un bol tibétain, bon, avec certains, comment ils sont faits, ils ont une certaine vibration. La vibration, c'est de l'énergie. C'est ce que le quantique explique, c'est que tout est de l'énergie. Cette énergie-là va vibrer avec ton corps, qui est toute l'énergie aussi. Fait que, tu sais, si ça soit un bol tibétain où on pourrait te parler de manifestation, quelque part, au bout de la ligne, c'est toute cette même réalité-là. C'est ce que le mot quantique vient du mot quanta, qui est la plus petite particule d'énergie qu'on est capable de transférer. Qu'on parle de l'infiniment petit. Et Bouddha nous a dit... La physique quantique, c'est l'infiniment petit. Ouais. Donc, tu sais, Bouddha nous a dit il y a 2500 ans à peu près que tout était, à 99,999% du vide.
Et là, la physique quantique, dans leur laboratoire, ce qu'ils sont aperçus, c'est que tout ce qui nous paraît matériel, en réalité, c'est à 99,999% d'espace ou de vide ou d'énergie. C'est que là, on fait, oh, ils nous ont dit des choses il y a des milliers d'années, même la même chose dans l'hindouisme. Ils nous ont dit que tout était la même chose. On voit des études qui démontrent la même chose dans la physique quantique. Et donc, me dire que tout est un, c'est comme, hein, de dire que la table est vide, mais quand on sait bien que si tu tapes sur la table, c'est bien dur, puis si tu frappes un mur, tu vas voir, il y a de l'air plein, mais il est vide. Fait que c'est des concepts qui nous paraissent comme très abstraits, de dire que finalement, si le mur est vide, je pourrais passer au travers, mais pourquoi je suis pas capable de passer au travers? Et c'est des choses comme ça qui nous paraissent un peu stupides, mais comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Le Bouddha nous a dit ça, mais ça fait pas de sens. Tu sais qu'on est tout un, on sait bien qu'on est séparés. Si je te frappe, t'as mal, moi j'ai pas mal, c'est pas grave. T'sais. Fait qu'on vit notre vie d'une façon séparée. On vit notre vie en disant, ah oui, consciemment, oui, je suis spirituel, fait que je sais qu'on est un. Mais ça finit là. On reste dans le rationnel, beaucoup de ces approches, de ces techniques-là. Comment qu'on peut l'amener dans notre vie de tous les jours? Comment ça s'applique? Plus que je comprends cette fondation-là, comment que les choses fonctionnent, plus que je commence à vivre aussi de cette façon-là. Même le bouddhiste nous a dit, mais c'est Bouddha, il y a 2500 ans, il disait la plus grande source de souffrance, c'est comment on ne comprend pas comment la vie allait. Et donc, plus qu'on commence à comprendre ces fondements-là, plus qu'on sort de cette illusion que l'hindouisme nous disait, qui était Maya, et comment on comprend cette réalité-là, plus qu'on va aller vers le réel bonheur, on va sortir de la souffrance en réalité. Fait que, tu sais, de dire que tu comprends rien dans le quantique, c'est tout à fait normal. Moi-même, pendant 1 an, je comprenais rien. Puis même encore, il y a bien des concepts qui paraissent très, très abstraits. Et même, il y a un qui a dit, un chercheur dans le monde quantique, il a dit, si quelqu'un dit qu'il a compris quelque chose, c'est qu'il n'a rien compris. Fait que si tu n'as rien compris, c'est tout à fait normal. Fait que, tu sais, c'est... Mais tu sais, si on part du concept que on pense que tout fonctionne d'une certaine façon, puis là, on te dit que tout est l'inverse de ça. Fait que là, mettons, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que tu penses d'une certaine façon, puis là, je te dis que c'est l'inverse. Fait que là, je suis en train de détruire tout ton paradigme, toutes tes croyances, tes valeurs, de ce qui sont bâtis sur ces réalités-là. Fait que là, c'est très inconfortable aussi. Fait que si tu me dis, oh, j'ai-tu compris? C'est comme assez... Puis, je suis curieuse de qu'est-ce que ça t'a amené, tu sais, vu que toi, tu cherchais beaucoup de réponses, de venir suivre ta formation comme ça au niveau quantique, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau des questionnements du petit Philippe là, qui a tout le temps cherché à comprendre? Quand on est à la recherche de quelque chose, on pense que ça se passe à l'extérieur. Comme on nous vend le concept du plaisir qui est à l'extérieur. Si on regarde la plupart des pubs à la télé, à la radio ou peu importe sur le web, ils nous vendent que achète tel auto, tu vas avoir du bonheur. Hein? Bois du coke, tu vas être heureux. Mais en réalité, c'est complètement faux. En réalité, ce qu'on nous vend, c'est du plaisir qui est extérieur. Fait que quand on commence à comprendre la réalité de la vie, ça se passe pas à l'extérieur, mais ça se passe à l'intérieur. Et plus qu'on réalise, même si on regarde dans l'infiniment petit, là, si on va dans le proton, par exemple, qui est comme le cœur de l'atome, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu vos cours de physique au secondaire, au cégep, on remarque que le poids du proton est le même que l'univers entier. Et tu fais comme à ta minute. L'infiniment petit a le même poids que le grand infiniment grand. Mais on s'aperçoit plus qu'on va dans l'infiniment petit, c'est juste un fractal, c'est juste une partie, comme un hologramme. Si on prend un hologramme, dans chaque particule de l'hologramme, c'est l'hologramme en entier qui est dedans. Et donc, ça se passe dans l'infiniment. Dans moi, je suis l'entité du monde en même temps. Et donc, plus que je comprends qui je suis, plus que je peux toucher à l'infiniment grand, à l'unicité, au bonheur, à toutes ces choses-là. Et donc, plus qu'on comprend ces choses-là, plus qu'on commence à réaliser que finalement, ça se passe vraiment pas à l'extérieur, même si on nous le dit. On peut vraiment commencer à le vivre à l'intérieur. Et donc, les réponses ne se trouvent pas vraiment à l'extérieur, mais plus que tu comprends ce monde-là, plus ça va t'aider à répondre à ces questions qui sont intérieures. Parce que les grands philosophes, que ce soit Socrate, Platon, nous ont parlé qu'aujourd'hui, on a fait « Ah non, le but de la vie, c'est d'accumuler des choses, c'est d'avoir la prochaine promotion, c'est d'avoir ci, c'est d'avoir ça. » Mais quand tu décides, finalement, si tu parles à ces gens-là qui sont sur le bord de leur lit de mort, ils ne parlent pas de rien de ces choses-là.
par les relations qui ont manqué, ils n'ont pas pardonné à telle personne. C'est vraiment une question de relation, une question d'intérieur, de ce qui se passe, mais pas de ce qu'ils ont fait extérieurement. Il faut recomprendre c'est quoi le but de la vie, c'est quoi la vie elle-même. Et ça va beaucoup se passer vers l'intérieur. Fait que c'est des questions qui deviennent un peu comme existentielles. C'est comme la question qui je suis. Bon, je sais pas, c'est pas important. Go, 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 on va travailler, on va faire plus, puis on va être heureux un jour. Puis c'est ça que les études nous démontrent, c'est que la seule chose qui peut te garantir que le bonheur, c'est la poursuite. Ben, c'est qu'ils confondent bonheur et plaisir. Fait que tu es tout le temps dans cette course effrénée que finalement tu n'atteindras jamais. Puis après ça, tu te demandes pourquoi il y a tant de maladies mentales, d'anxiété, de dépression, parce que finalement, c'est fatigant. Là. La petite souris qui tourne dans sa petite roue, là, elle n'arrivera jamais au bout. Là. Puis on vit toute cette vie-là principalement dans cette même réalité-là. C'est là que le qui je suis souvent est défini par je suis la maman, je suis l'entrepreneur, je suis le. Tu sais, et non défini réellement par. Puis tu sais, de savoir qu'est-ce qui est arrivé en premier, c'est comme savoir l'œuf ou la poule. Qui a décidé, c'est-tu les agences de marketing qui nous ont dit que pour avoir du plaisir, il fallait avoir X, ou après la Deuxième Guerre mondiale, quand les gens ont commencé à avoir des autos et des maisons, de voir son voisin qui semblait, qui paraissait heureux, m'ont dit, moi, ça me prend ça pour être heureux. Les agences de pub s'en sont rendus compte, puis ils ont pris le principe, mais maintenant, c'est ça qui nous est vendu, comme Philippe le dit, à tous les jours. Ça te prend ça pour augmenter ton bonheur. Puis, tu sais, autant nous, on a voyagé, je sais que tu as voyagé beaucoup aussi. On est allé dans les communautés, dans la jungle, qui avaient rien du côté matériel. Puis moi, je le dis à chaque fois, c'est les gens les plus heureux que j'ai rencontrés. Ouais. C'est les gens les moins stressés que j'ai rencontrés. Puis même eux, ils nous le disaient. Nous, on connaît pas ça, le stress. Nous, tu sais, reste que t'es des serpents, des coquerelles, puis des cougars. Tu sais, il y a comme... Nous, on a une référence à un stress, mais pour eux, toutes ces réalités-là d'anxiété, c'était pas quelque chose qu'eux connaissaient, parce que dans leur réalité, c'est je vais aller chasser un matin, puis si on chasse, on mange, puis si on chasse, si on réussit pas à tuer, on mangera des larves, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est intéressant. Un détachement. Ouais. Tu sais, je regarde ma thèse spécifiquement sur le bonheur, fait que je me suis posé beaucoup de questions pour comprendre dans les sociétés le bonheur. Puis quand on regarde, c'est exactement avec ce que tu dis, ce que j'ai trouvé, c'est que ils disent que les pays les plus heureux, c'est les pays développés. Déjà là, je suis comme un peu comme toi, voyager beaucoup, c'est pas l'expérience que j'ai eue. Et les pays qui ont le plus grosse satisfaction face à la vie, c'est les pays sous-développés. Moi, je suis comme, si t'es pas satisfait dans la vie, pour moi, tu serais pas heureux, puis si t'es heureux, c'est parce que t'es satisfait. Fait que pour moi, il y a comme une grosse relation entre les deux. Mais ce qu'on remarque, un peu comme vous disiez juste plus tôt, si tu te compares avec ton voisin, finalement, là, tu te dis pas heureux. Fait que là, les gens dans les pays sous-développés, aujourd'hui, ils ont accès, peut-être pas dans le jungle autant, là, mais la plupart des pays, aujourd'hui, sous-développés, ils ont tous des téléphones et des réseaux sociaux. Ils voient tout ce que les autres... c'est que même dans le jungle, il y avait un téléphone dans le jungle. Puis en plein milieu de l'Amazonie, on pognait full antenne, là. Fait qu'ils regardaient les matchs de soccer sur leur un téléphone, là, mais oui, il y en avait un. Ouais, fait que c'est impressionnant. Non, mais c'est quand même intéressant, tu sais. Fait que là, tu te dis, attends une minute, c'est quoi le bonheur? Tu sais, fait que si on regarde les traditions spirituelles, le chamanisme en fait partie aussi. Fait que les gens dans le jungle, c'est pas mal de chamanistes qui se retrouvent là, comme croyance qu'il y avait. Le but de la vie, c'est le bonheur. Si on le traduit, c'est pas mal ce qu'ils disent. Ils parlent pas d'accumuler rien, là. Puis dans le temps, il n'y avait rien. C'était assez simple. Fait que si on accumule, puis on accumule, on se retrouve attaché souvent à ce matériel-là. Et le bouddhisme nous dit encore, une des plus grandes sources de souffrance, c'est quoi? C'est l'attachement. L'attachement à qui? À mon titre, à mon rôle, je suis père, je suis ci, je suis ça, mais au matériel aussi. Hein. Que ce soit immatériel ou matériel, on s'attache à ces choses-là. Il y a plein de monde qui dit, moi, je suis malheureux dans mon travail, mais je change de travail, là, je perds mon titre, je perds peut-être l'argent que j'ai, je me retrouve dans un endroit qui est inconnu, inconfortable. On préfère rester dans une zone de confort qui est souffrante. Et même les études le démontrent au niveau neurologique, comment le corps réagit. Et donc, on est comme en train de vivre une vie assez bizarre, à la poursuite de quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi.
Puis après ça, on se demande pourquoi qu'on a tant de problèmes. T'sais. Fait qu'il y a... on s'en va dans un cul-de-sac énorme, là, puis c'est le paradoxe du progrès qui nous demande ça. Aujourd'hui, on a plus d'informations que jamais. On a plus de connaissances que jamais. On a un plus gros niveau de confort que jamais. On est plus malade et plus malheureux que jamais. Mais on se pose pas de questions. Pour toi, justement, là, tu viens de parler de la maladie, mais est-ce que, justement, il y a un lien au niveau quantique de la recherche du bonheur versus la maladie? Je sais pas, là. Tu vois, le premier article scientifique que je suis en train de finaliser, c'est le lien entre le bonheur et la longévité. Okay. Puis plus qu'on le regarde, il y a un lien direct. Plus que tu es heureux, plus tu es en santé, plus tu es en santé, plus que tu es heureux aussi. Fait que ça, on revient à Coca-Cola qui nous dit « bois du coke et sois heureux ». En réalité, c'est tu bois du coke, ça t'amène la maladie t'amène le malheur. Fait qu'en réalité, c'est une fausse promesse. Mais c'est même pas une fausse promesse, c'est fausse information en réalité. Mais c'est correct, c'est accepté, puis il nous passe ça, puis c'est légal. Donc là, il faut se dire, on est quand même dans une société qui est quand même pris dans toute cette réalité-là. On n'a pas le droit de faire de fausses promesses comme entreprise. Mais eux autres le font dans une pub qui est diffusée en grande masse, puis c'est correct. Fait que il faut se poser des questions, comment on est éduqué, comment qu'on apprend des choses aujourd'hui, que ce soit les nouvelles, ces choses-là, peu importe. Et donc, c'est qui nous donne cette information-là? Est-ce qu'on est prêt à se questionner? Comme à l'école, moi, je posais des questions, il n'y avait pas de réponse. Même dans mon MBA, je posais des questions, puis je voulais contredire les professeurs, mais moi, j'ai le gros diplôme, je suis le doctorat, j'ai écrit 50 articles scientifiques, je suis consultant international, j'ai la vérité. Mais c'est qu'il n'y a pas d'ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de possibilité de conversation. S'il n'y a pas de conversation, c'est quoi? C'est une doctrine, c'est ça et c'est la vérité. Hein? C'est pour ça qu'on est sorti de la religion pour beaucoup, parce que c'était ça, et sinon, si c'était pas ça, tu t'en vas en enfer. C'est comme dans un monde dualistique, encore une fois. Dans le matérialisme, on est dans le dualistique, et là, dans la religion, on est encore dans du dualistique. Versus les spiritualités, sont plus dans l'unicité. Donc là, il y a moins de paradoxes aussi. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement facile de vivre un mindset positif aujourd'hui avec tout ce qui nous entoure. Les réseaux sociaux, c'est principalement du négatif. Moi, je dis souvent, la seule chose qu'on avait de positif à la télé, c'était la bonne nouvelle TVA. Mais c'était telle entreprise ouverte, puis il a embauché 50 personnes. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on a eue. Ça a duré 3 secondes, merci. Puis on retourne dans des choses dramatiques. C'est tellement que nous, on n'a plus la télé depuis plusieurs années. Fait que mes enfants n'ont jamais entendu un téléjournal. Ils n'ont jamais regardé LCN 24 heures sur 24. Mais quand ils vont dans la famille, ben ça joue ça, la télé. Premièrement, mes enfants n'ont jamais vu de pub. Ben là, maintenant, sur YouTube, il y a des pubs. Mais il n'y avait pas de pub. Fait que toutes ces choses-là, ils n'ont pas été adaptés à ça. Ce que je réalise, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement un sens critique parce qu'ils n'ont jamais eu à faire face à ça. Fait que là, notre travail, c'est de travailler le sens critique quand ils entendent des choses parce que c'est pas parce que c'est quand ils entendent des choses genre « bois du coke, tu vas être heureux », notre fille nous dit « ben papa, il faut acheter du coke, on va être heureux » parce qu'elle n'a jamais eu à dealer avec de la pub, de comprendre que il y a des doubles messages, des triples messages, puis mais sauf que là, elle a envie des pubs, il faut juste faire la part des choses, dire c'est une publicité. C'est pas parce que tu as vu quelque chose sur TikTok que c'est vrai. Mais c'est ça, mais on n'a pas appris ce sens critique-là. À l'école, si tu poses des questions au professeur, il n'aime pas ça quand il ne connaît pas la réponse. Fait que, tu sais, il veut bien faire, mais en même temps, ça a un impact majeur sur l'évolution de nos sociétés, des enfants, ces choses-là. Tu sais, si on regarde le Dalai Lama, je reviens encore au bouddhisme, mais le Dalai Lama a été entraîné par les meilleurs débatteurs au monde. Fait que si tu le vois dans une table ronde et il pose des questions, ces questions sont incroyables. Et même les bouddhistes, quand j'étais allé au Népal, j'ai fait une semaine, j'ai fait des entrevues avec plein de moines bouddhistes, puis je leur posais la question, c'est quoi la différence entre votre système d'éducation puis le nôtre? Ben, il dit, nous autres, on va lire un texte, on va méditer dessus, on va relire le texte, on va aller débattre sur le texte. Mais un débat, ça t'amène quoi? À voir deux réalités. Si tu regardes des TED Talks, par exemple, des meilleurs débatteurs au monde, la façon qu'ils voient la vie est très intéressante. Parce qu'ils ont dû, quand tu vas faire une compétition de débat, tu sais pas de quel côté tu vas être. Fait qu'il faut que tu vois tous les côtés. On s'est jamais posé de questions de l'autre côté.
Puis pourquoi qu'on ne change pas vraiment dans la vie? On va acheter un livre. Par exemple, on achète La vie repensée, on est comme, ah, super. Ah, ben ça, j'aime pas ça j'aime ça, j'aime pas ça. Mais en réalité, ça fit avec mes valeurs, mes croyances. Ça fit pas. Fait que je le discarte. Fait qu'on se pose pas vraiment de questions. On fait juste, est-ce que ça fit avec qui je suis? Si ça fit pas, je suis mieux de le retourner parce que sinon, ça va me confronter, ça m'amène dans un inconfort. Fait que non, j'ai pas aimé ça. Ou j'ai tripé, finalement, parce que ça alignait tout avec ce que je pensais déjà. Fait qu'il n'y a pas vraiment de remise en question. C'est pour ça que je dis souvent, le livre, vous voulez faire un club de lecture parce que vous voulez amener des conversations autour des choses que vous lisez. Parce que sinon, ça reste juste de l'information, puis on amène peu de sens dans notre vie. Puis c'est le sens des autres qui nous est donné, puis on ne se pose pas de questions. Fait que remettre les choses en question, c'est primordial. Ben, puis c'est drôle parce que dans la préface de notre livre, j'ai justement écrit en disant, là, tu prends pas ce que je dis comme du cash en disant que moi, j'ai la science infuse, je n'ai pas la science infuse. Moi, ce que je viens présenter, c'est ma vision des choses, mais l'idée, c'est de trouver ta vision des choses. Et souvent, c'est ça le problème, effectivement. J'ai eu un podcast pendant 4 ans et on analysait des livres tous les matins. C'est ça qu'on faisait. Des fois, on prenait un paragraphe, puis le podcast était sur le un paragraphe, parce qu'on était 4 personnes à venir le faire. Certaines journées, on était 2, mais on avait toujours à décortiquer comment nous, on l'a interprété pour réaliser que la majorité du temps, on l'interprétait pas de la même façon. On le voyait pas de la même façon. Puis effectivement, on a tendance à dire « Ah ouais, ça, j'ai trouvé ça bon, mais l'autre partie, ça venait moins me chercher. » Mais en réalité, au contraire, c'est ça qui venait plus nous chercher parce que c'est ça qui venait plus nous confronter dans les faits. Ouais. Vous connaissez sûrement Bob Proctor, qui a été un très gros au niveau du développement personnel. Quand il a commencé, c'était les débuts du développement personnel, puis lui, il disait, qu'est-ce qu'il s'est fait dire par son mentor? Il dit, tu vas lire jusqu'à temps que tu comprennes la phrase. Si tu comprends pas la phrase, tu passes pas aux prochaines phrases. Et donc, c'est pas à propos de la quantité, mais c'est à propos de la qualité de ce que tu vas faire. Fait qu'il peut revenir une semaine après, il est encore sur le même chapitre parce qu'il faut qu'il comprenne l'information. Et il a bâti, je pense, une des plus grosses entreprises de développement personnel de tous les temps. Là. Il est décédé il y a quelques années, mais ça a été incroyable ce qu'il a bâti. Tu sais. Ils vont dire, ah ouais, mais c'est un Américain. Mais c'est pas un Américain, c'est un gars du Canada qui est parti, qui avait pas d'éducation, qui avait rien. Mais il s'est dit, je vais comprendre ce que je vais lire. Puis c'est un des plus gros conseils. Il dit, prenez un livre, mais étudiez le livre. Alors, aujourd'hui, les plus grands CEO, c'est quoi? Ils lisent 50 livres par année. Ouais. Juste de l'information, il y a peu de sens. C'est mieux de lire 3 livres dans ton année, mais les étudier, les relire, te questionner. Et là, ça va faire du sens dans ta vie. C'est ce qu'on ne fait pas. On est dans la consommation de matériel, mais la même chose d'information. On consomme l'information, ça finit là. Aujourd'hui, tu as toutes les techniques pour consommer là, de l'information, on n'en plus finir. D'ailleurs, moi, j'ai certaines... j'ai une série Netflix que j'adore qui est sur la longévité, justement. Les zones bleues, parce que ça vient montrer ce que les gens aiment le plus et tout ça. Mais là, dernièrement, on en a écouté une qui est sur la consommation et sur notre impact par rapport à la consommation. Puis j'ai dit, OK, ça, il faut que mes enfants regardent ça. De venir comprendre que j'ai un impact quand je consomme aussi. Oui, au niveau sur moi, j'ai un impact, mais au niveau de l'environnement, au niveau... Tu sais, toute la partie qui a de l'air belle au départ, mais que quand on comprend la réalité, on comprend que je mets mes choses à récup, mais ça se peut qu'ils se ramassent à la poubelle au lieu de se ramasser à récup. Mais tu sais, c'est tout ça, de prendre ces consciences-là, je pense que ça nous permet des fois de éliminer, j'appelle ça comme pas des lunettes, mais des filtres. Éliminer que, ça va me prendre ça pour être heureux. À partir du moment où j'en ai plus de besoin, puis Maël, il nous l'a dit en début d'année, il y avait des amis dans sa classe, là, ça prenait les souliers Nike, ça prenait, puis mon gars, là, je pourrais l'habiller n'importe où, ça le dérangerait pas. Je prendrais des vêtements usagés qui donnent ici au coin et ça ferait son affaire pareil, parce qu'il dit, pour moi, là, ce que je porte a aucune importance sur mon bonheur. Et je trouvais ça magnifique qu'à 15 ans, ça soit sa réflexion.
de dire, moi, ça n'a aucun rapport avec... Moi, pourvu que je sois confortable dedans, puis que, tu sais, ça me pique pas, c'est mon critère est atteint. C'est le fun qui dit ça. Ouais. On a écrit un chapitre là-dessus, tu sais, c'est l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est ça, tu sais, par exemple, si on va, mettons, je vais donner une conférence en t-shirt, là, les gens vont faire, hey, dans t-shirt, là, il fait quoi, là, tu sais. Moi, je suis confortable, j'ai tout le temps chaud, je suis quasiment toujours en camisole parce que moi, je trouve qu'il fait chaud. Mais après ça, les gens vont te juger par rapport à ça. Fait qu'ils te jugent sur ton emballage, mais donc, ils ne prêtent plus attention à ton intérieur. Fait que c'est constamment cette chose-là. Hein. Aujourd'hui, c'est rendu fou, là. Les chirurgies plastiques, les lèvres faites, les ci, les ça, c'est rendu à des niveaux incroyables. Mais les gens ne sont pas confortables à l'intérieur, fait qu'il faut qu'ils créent quelque chose d'extérieur. Fait que tu sais, il faut remettre les choses en question. Puis là, ils ont besoin d'argent, ça doit coûter cher. Je ne sais pas combien ça coûte, mais ça ne doit pas être gratuit, là. Ben, c'est exactement ça. Puis c'est ça que mon garçon, il disait, il dit, maman, il dit, ces parents-là, ils ont moins d'argent que nous. Puis ils payent ces vêtements-là. Mais je dis justement, Maëlle, pour toi, tu n'as pas besoin de montrer l'argent qu'on a dans une paire de souliers. Les Jordan à 600$, c'est pas obligatoire. Ça fait pas partie pour toi. Et il y a quand même la conscience que, le fait qu'on a les entreprises au Guatemala, tout ça, parce que lui, dans sa tête, il disait, avec 600$, on en fait du stock, là. On en aide du monde. Mais ça, c'est parce qu'il a vu l'impact qu'on peut avoir, je pense, sur les autres. Oui, effectivement. Mais tu sais, c'est intéressant parce que dans le monde de consommation, il y a des entreprises qui vont dire on donne, je sais pas, 1% à aider la planète. Mais ils te vendent de consommer. Tu sais, c'est comme si on achète un téléphone à chaque année, là, ou chaque nouvelle version. Là. Hey, les autres téléphones, ils finissent où, tu penses? La pollution qui se crée par rapport à ça. Puis là, il y a plein de gens qui vont se dire ah, moi, je suis très vert, je suis ci, je suis ça. Mais ils sont pas conscients de ça. Fait que tu sais, c'est difficile même pour la mentalité des gens. Tu vois, par exemple, mon programme 101 que je suis en train de sortir, là, qui est en lancement, je donne 5% à des gens ou des fondations, des choses comme ça. Puis là, les gens me disent 5%. C'est quoi 5%? Tu sais, pour les gens, ils paraissent même les gens en affaires sont comme, oui, mais tu n'as jamais fait d'argent sur le programme encore, tu lances ta business. Je dis, oui, mais c'est pas quand je vais avoir 1 million que je vais commencer à aider les gens. C'est quand tu n'en as pas que tu veux commencer. C'est là que le challenge se fait. Les gens veulent vivre dans l'abondance. Ah, mais je vais te donner quand je vais être millionnaire. Oui, mais c'est parce que c'est facile. C'est dans l'inconfort, dans ce qui, quand c'est difficile, c'est là que tu vas grandir le plus. C'est pour ça que je dis, OK, je lance mon premier programme. Les autres, c'était des programmes de recherche, fait que j'avais besoin de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Mais là, je suis comme, non. Même pour le livre, là, je savais pas comment le faire, là, mais je voulais faire quelque chose autour de ça, mais j'ai manqué de temps pour savoir comment structurer. Mais là, je suis comme un programme, ça va être facile. Là. Donc, je suis comme, on redonne 5%. Mais... Nous, de notre côté, on avait commencé, puis ma business n'était pas extrêmement florissante encore à ce moment-là, quand on a commencé, mais je m'étais dit, moi, c'était le concept du 1/30e. Donc, une journée par mois, ben, je prenais mon salaire d'une journée par mois, puis je le mettais de côté pour redonner. Peu importe, tu sais, que ce soit à la maman du coin qui a de la misère à faire une épicerie, que ce soit, mais que j'avais de quoi, puis un mois où j'avais gagné moins, ben mon 1/30e était moins, mais je me disais, ça se peut pas que je sois pas capable de donner l'équivalent d'une journée. Puis, même quand, au niveau du temps, ça se peut pas que je sois pas capable de redonner l'équivalent d'une journée. Ben, c'est ce qui a fait qu'on a cumulé l'argent pour aider la famille au Guatemala, avec lesquelles nous, on a parti 2 entreprises. Eux en ont reparti par la suite. Mais dans les faits, on gagnait pas des gros salaires quand on a fait ça. Mais c'était juste qu'on avait pris cette habitude du une journée par mois. Que je fais mon calcul, qu'est-ce qui me reste, puis c'est ça. Mais un 40$, là, à quelqu'un qui a de la misère à faire son épicerie, ben c'est déjà beaucoup. Je me souviens, une année, j'avais acheté de la farine, de la mélasse, puis j'avais fait des galettes à mélasse pour les itinérants avant Noël. Mais j'en avais acheté pour mon 1/30e du mois, puis j'avais fait une journée complète de galettes. Mais la référence pour les itinérants, quand ça avait été donné, c'était
Hey, ça, c'est une recette que ma grand-maman me faisait. Hmm. Au lieu d'aller donner des bartendres, tu sais, au lieu Ouais. d'acheter des bartendres tout faites, là, eux, il y avait le côté réconfort qui venait avec ça, qui m'avait pas coûté grand-chose, mais qui avait permis, on en avait fait quelques centaines, oui. là, on avait fait quelques centaines, mais que, puis je m'étais dit, c'était parti à partir de ce moment-là, je m'étais dit, ça se peut pas que je l'ai pas, ça, ce temps-là, ou puis si j'avais personne à qui le donner ce mois-là, on le mettait de côté. Mais c'est devenu pour nous notre base pour Ouais, redonner. puis c'est dans ces moments-là, quand tu n'as pas vraiment la capacité de le faire, puis tu commences à le faire, que le bénéfice te revient 10 fois plus. Parce que souvent, les gens vont devenir, j'ai oublié le mot, mais les gens commencent à donner, là, la philanthropie. La plupart des grands philanthropes, c'est un bénéfice personnel qu'ils font. Il y a un attachement, ils veulent un retour. Donc, ça devient un échange qui est camouflé, qui paraît bien. C'est pas mal ça, la réalité. Fait que quand tu commences à dire, OK, mais je vais donner, puis je fais juste donner pour donner. Tu sais, comme je pourrais, il y en a un que je voulais donner. Tu sais. Je peux donner à sa fondation ou je peux donner, puis il va me donner des actions de son entreprise. Là, je suis comme, je vais donner des actions à son entreprise. Et j'ai un retour. Là, je prends l'argent des autres pour faire de l'argent. C'est comme, ça marche pas. Tu sais. Ça serait juste tellement plus facile pour moi financièrement, mais tu bloques le flow de ce que tu veux créer au niveau énergétique. Tu veux donner pour donner. Tu sais, puis il y en a des gens, je donne souvent l'exemple, une des grandes sources de souffrance que l'être humain a, c'est l'égocentrisme. On est très égocentrique sur nos choses. Je donne l'exemple de la personne qui est tout le temps en train de donner tout à tout le monde, qui est tout le temps en train d'aider tout le monde. Mais la seule raison qu'il le fait, c'est parce qu'il n'a aucune confiance en lui, il s'aime tellement pas, que quand il le fait, il reçoit de l'amour. Donc, il y a un échange complètement. Tout le monde le voit qu'il est une bonne personne, mais en réalité, c'est juste pour lui qu'il le fait. Une fois qu'il va s'aimer, il va-tu encore le faire? Peut-être parce qu'il a développé cette tendance-là, mais il le fait juste pour avoir de l'amour. Fait que tu sais, c'est pas de la philanthropie. C'est de l'échange caché, camouflé qui paraît bien. Fait que tu sais, quand t'es là puis tu vas donner à des étudiants, ils te redonneront pas d'argent. Hein. Tu sais. Fait que, mais tu vas avoir une connexion avec cette personne-là, tu vas créer une unicité, tu vas ressentir un bonheur réel qui va être présent quand tu vas faire ce genre de gestes-là. Tu sais. Là, il y a des gens qui vont me dire, j'ai pas beaucoup d'argent. OK, parfait. Va donner une journée par semaine à une fondation. Ils en ont toutes de besoin de l'aide. Ça coûte rien, ça te coûte rien, ça te demande juste du temps. Ah, mais là, j'ai pas bien de temps. Ouais, mais combien d'heures tu passes sur ton téléphone? On pourrait le checker facilement. T'sais, fait que c'est, est-ce que tu veux vraiment ou tu es à l'excuse des raisons de qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la vie que tu veux en réalité? Fait que tu sais, c'est juste des exemples qui font que les gens, ils veulent X, mais il y a un paquet de raisons. La même chose pour aller aider autrui. Ben oui, puis si on va au côté, justement, on revient au côté matériel, de dire, ben, pourquoi j'irais donner gratuitement si je pourrais aller travailler plus, exemple. Tant qu'à aller travailler ces heures-là. Mais en réalité, si on compare le bonheur, qu'est-ce qui va m'apporter plus de bonheur? Mes heures de travail que je vais aller faire de plus ou le don que je vais aller faire, l'échange qu'on va vivre? Nous, de voir la famille au Guatemala qui se sont construits une maison, de voir qu'ils changent leur réalité présentement au-delà de ce que nous, on avait envisagé, qu'ils se soient partis une autre entreprise d'eux-mêmes alors qu'il n'y avait aucune base en entrepreneuriat. Pour nous, c'est tellement plus que ce qu'on a pu faire. Fait que c'est là que de ramener le bonheur n'est pas dans le matériel, mais dans la relation humaine. Si ça devenait une base, mon Dieu, que ça changerait beaucoup de choses. Ouais, puis même les études le démontrent. Tu sais, tout cet aspect-là de donner du bénévolat, de donner à autrui. Il y a des études immenses qui le démontrent. Ah non, mais là. Fait que c'est encore de l'égocentrisme de dire, ah non, je vais aller chercher, je vais avoir de l'argent, j'ai besoin de plus, je veux mon voyage, je veux ci, je veux ça. Tu sais, on est tellement dans l'accomplissement de le vouloir des choses qu'on n'est pas dans le moment présent puis dans l'expérience de ce qui se passe puis la connexion. C'est une des plus grandes études qui a été faite, 75 ans sur Harvard, au niveau de démontrer c'est quoi le plus grand facteur de longévité.
Et dans tous les facteurs qui ont mesuré, ce qui sont aperçus, c'était tes relations à 50 ans, qui avaient beaucoup plus d'importance que tout le reste. Fait que tu sais, tes relations, c'est quoi? Quand tu connectes avec quelqu'un parce que tu lui donnes quelque chose, tu leur donnes des opportunités de partir une entreprise, des choses comme ça, tu as cette relation-là aussi. Elle est différente, mais elle est là pareil. Parce que tu ressens cette connexion, cette unicité-là. Versus quand on est en compétition et on va atteindre plus, ben là, c'est le gazon vert du voisin est rendu quand même plus beau que le mien. Peut-être que je vais peinturer le mien maintenant. Tu sais, on est rendu à peinturer nos gazons. On est rendu un peu fou. Là. Mais tu sais, c'est ça, on est rendu dans l'extrême. On n'est pas plus heureux. Là. Parce que l'autre, il va en avoir un plus beau, il va avoir un plus bel auto. On n'est jamais heureux en réalité. Quand on fait des gestes comme ça, ben, on est capable d'avoir cette connexion-là, se sentir. Fait que c'est quoi le but de la vie? C'est-tu l'accomplissement de matériel ou du plus grand titre ou d'être président de telle entreprise ou c'est d'être en relation, d'évoluer comme personne, d'avoir plus de bonheur, de réel bonheur qui est intérieur. Fait que, il faut se remettre en question, c'est quoi la vie? On se l'est jamais posé. À l'école, on n'en parle pas. On est à l'école du travail pour apprendre, pour avoir un diplôme, pour avoir un travail, pour avoir de l'argent, pour avoir une maison, puis avoir des enfants. Puis, il y a comme une ligne directrice qui nous a été donnée, puis on l'a suivi sans se questionner. Après ça, on se demande pourquoi on est si malheureux. T'sais. Fait que c'est... ouais. Philippe, t'as dit tantôt que quand tu étais au primaire, on t'appelait Monsieur Sourire. Donc, tu es quelqu'un de foncièrement positif depuis toujours. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où, avec tout ce qui t'a amené à vivre, tu as perdu ce mindset-là? Je pense que c'est un peu à l'adolescence... que je parlais avec l'école qui, bon, il faut apprendre ci, il faut faire ça, là, il faut faire nos devoirs. Je suis comme, faire des devoirs. Là. J'en avais rien à foutre. T'sais, même un de mes professeurs en secondaire 4, en maths, je faisais aucun de mes devoirs parce qu'il n'était pas obligatoire. Puis, il voyait que dans mon cahier, c'était tout le temps vide. Là, il posait une question, puis je répondais à la question sur ce qu'on allait parler. Pour moi, c'était juste intuitif. Là, tu fais ça, puis ça marche. Puis, ça le fâchait, tu sais. Fait que moi, j'avais aucun plaisir, j'avais rien qui me motivait. Puis après ça, c'est comme, ben, moi, je voulais quitter l'école à 13 ans, 14 ans, peut-être à 14 ans. Puis là, ils m'ont fait asseoir devant le directeur avec mes parents pour me montrer que j'étais le 3e plus intelligent des examens d'admission au secondaire privé pour me dire, hey, t'es intelligent, faut que tu restes à l'école. Mais pourquoi? Tu sais, c'est comme, j'ai perdu, je pense, quelque part dans l'adolescence, cette réalité-là, d'être souriant. Et là, après ça, tu deviens un peu plus sérieux. Tu sais, moi, j'étais comme, mais ça donne rien d'aller à l'école. Mon parrain, il a eu une très grosse entreprise, il a fait bien de l'argent, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'éducation. Ma mère était comme, mais non, c'est important, il faut aller à l'école. Tu sais. Puis mon père est médecin, fait que, tu sais, c'est important. Puis, tu sais, même s'il y a un côté spirituel, l'école a tout le temps été très importante pour avoir un travail, pour avoir de l'argent, pour vivre avec un certain niveau. Tu sais. Et donc, je l'ai perdu. Je peux pas dire qu'actuellement, j'ai retrouvé comme ce sourire aussi enfantin que j'avais quand j'étais plus jeune. Est-ce que je vais le retrouver de cette façon-là, mais il est plus intérieur que nécessairement extérieur où est-ce qu'il était. Quoique l'extérieur, c'était la représentation de ce qui se passe à l'intérieur. Mais à voir s'il va ressortir de cette même façon-là, peut-être. C'est sûr qu'avec un petit enfant, ma fille a 14 mois, fait que tu retrouves certaines de cette réalité-là, puis elle est tout le temps souriante. Elle est vraiment un gros rayon de soleil. Fait qu'est-ce que je vais aller rechercher ce sourire en permanence, à voir, mais c'est vraiment de le vivre plus à l'intérieur maintenant que nécessairement de le démontrer aux gens. Mais ça sortira peut-être un jour, je sais pas. Mais je pense que c'était la pression sociale qu'il faut fitter dans un moule. Et souvent, quand tu es multipotentiel, tu es très intelligent, tu ne fites pas dans le moule. Et là, aujourd'hui, pour moi, c'est si tu ne fites pas dans le moule, ben, parce que tu as un TDAH, tu as un TDA, fait que là, on va te brimer, puis on va te ramener dans le moule avec les médicaments. Mais non, il faut les laisser, les enfants, s'exprimer. Il faut les laisser aller dans les écoles où est-ce qu'ils vont aller expérimenter ces choses-là. Au Mexique, où est-ce que je suis, toutes les écoles alternatives sont là. Ils apprennent par le jeu, ils apprennent par l'expérience. Ils vont dans une entreprise, ils vont apprendre les mathématiques de cette façon-là. Donc, il y a une compréhension de dire 2 plus 2 égale 4. Hein. Pourquoi? Il faut juste l'apprendre. Il faut attendre notre table de multiplication 12 x 12, jusqu'il faut toutes les connaître par cœur. Puis ça amène quoi dans la vie? T'sais, on n'a jamais amené de la pratique à la théorie, on a tout le temps resté dans la théorie. Puis pour moi, ça m'a vraiment éteint, ça m'a tué.
C'est pour ça que je me suis lancé dans les sports extrêmes, même dans les drogues. Je recherchais quelque chose qui allait me parler parce qu'à l'école, ça me tuait complètement. Et donc, je pense que c'est un peu ça. Aujourd'hui, on est rendu à mettre des enfants, je pense, dans des garderies à 6 mois parce que là, on veut retourner au travail. C'est comme l'enfant, là, il est pris là-dedans. Là. Fait que là, papa va aller travailler, maman va aller travailler pour avoir de l'argent. On met les enfants là, on se pose pas de questions. Fait qu'on est rendu dans une société très, très individualiste. Avant, les sociétés étaient... Les enfants étaient élevés par les sages du village, ceux qui avaient une sagesse. C'était élevé beaucoup en communauté. Les parents étaient forts, travaillaient sur la terre, allaient à la chasse. Tandis qu'aujourd'hui, on est comme, moi je suis papa, j'en connais plus que mes parents. On est comme vraiment, là, on va placer nos parents dans des centres de personnes âgées, on va mettre nos enfants dans les écoles, puis après ça, on se demande pourquoi on a tant de problèmes. Tu sais, on est tellement dans l'individualité aujourd'hui, c'est incroyable. Puis c'est drôle, hein, parce que, tu sais, de notre côté, on a eu un parcours un peu différent. C'est Martin qui a été papa à la maison. Pendant que moi, j'étais retournée travailler. Parce que, justement, on avait fait ce choix-là. Tu sais, que tout petit, ben, bébé, il s'en allait pas nécessairement à la garderie. Puis je me souviens, il allait chez le médecin. Puis là, le médecin te disait, ouais, mais est où la maman? Ben, elle travaille. Mais c'était lui qui se faisait comme pointer du doigt, là. Mais comment ça, elle n'est pas au rendez-vous? Ben, je suis là. C'est ça. Mais parce que nous, on avait déterminé que c'était pas tant moi ou lui, mais un des deux qui allait être présent. Quand quand Maëlle est rentrée à l'école, il n'y avait pas de service de garde. J'avais lâché mon emploi d'enseignante pour être avec lui au retour de l'école. Tu sais, on a fait ça pendant certaines périodes et mes enfants n'ont jamais connu le service de garde après l'école. Mm-hmm. Parce que, même chose pour les enfants de ma soeur, parce qu'on a décidé de lui offrir ça aussi à ses enfants qui étaient à besoins particuliers. Mais on le sait que c'est pas la réalité de tout le monde. Mais nous, ça a été notre choix de dire, ben, ils vont déjà à l'école de là à là. On veut que le reste du temps, ils soient entourés de parents. Ouais. Il veut que... C'est ça, hein? Puis, c'est ça. Tu sais, on a des enfants, pourquoi? Ben, parce que ça fait partie du processus, tu sais, de la vie. Bon, à un certain âge, on va avoir des enfants. Qu'est-ce que tu t'es demandé? C'est quoi la meilleure chose pour tes enfants? Ou c'est la meilleure chose pour toi, dans ta réalité? Tu venais de travailler, fait que là, tu veux un break de tes enfants, mais tu voulais des enfants. Fait que tu sais, il y a comme un paradoxe dans cette réalité-là, même de la façon que les enfants sont élevés. Les parents ne se posent pas nécessairement de questions, ils vont se dire, qu'est-ce qui est plus facile pour moi? Qu'est-ce qui va me donner la meilleure qualité de vie? Qu'est-ce qui va me faire plus de plaisir? Fait que ça reste encore pris dans ça. Puis là, les enfants, il faut que je travaille plus fort, j'ai besoin de plus d'argent. Là, on se ramène à un cercle encore plus intense dans tout ça. C'est de faire le choix, tu te dis, ah bon, il y en a un des deux qui va rester à la maison. Lequel? Ah ben c'est la femme parce que c'est comme ça. Ah non, dans votre cas, il y a une conversation. Bon, qui est peut-être plus passionné par son travail, qui est peut-être plus avec... Donc, il y a eu à voir qu'est-ce qui était la meilleure réalité pour la famille. On est une entité, on est une famille, on n'est pas 4 individus ou 3 individus qui vivent ensemble. Là, ben, OK, qu'est-ce que moi je fais mon affaire, puis toi, qu'est-ce que tu veux? OK, arrange-toi. Puis... Mais c'est un peu cette réalité-là, tu sais. L'aspect de communauté, l'aspect sociétal est disparu aujourd'hui. On habite dans des villes, on ne parle même pas à notre voisin, ou on veut quelque chose de plus que notre voisin a. On tombe en compétition au lieu d'être en coopération. Et la nature travaille en coopération. Il y a les choses dans la nature, ça pousse, ça se redonne. Il y a toute une question de cycle. Mais dans l'être humain, on détruit les cycles. On se pense très évolué, mais la nature, si on regarde les villes qui se sont désertées, la nature reprend le dessus sur tout ce que l'être humain a avoir fait. Et même, on l'a vu pendant le COVID, les humains ont sorti moins des villes, puis là, les animaux revenaient vers les villes, ces choses-là. Fait que si on commence à se poser la question, OK, si j'agis de façon 1, je suis un avec toi, je suis un avec mon enfant, c'est quoi le meilleur pour l'unité? Mm-hmm. Hein? Si je consomme des téléphones, si je consomme du linge, hein, est-ce qu'ils polluent, eux autres? S'ils polluent, ben, je vais quand même boire cette eau-là polluée, par exemple. Donc, on n'est pas en train de se questionner à agir de cette façon unie. On dit, ah oui, en spiritualité, on est tout un. Parfait. Super croyance. Mais tu l'appliques-tu dans ta vie? On resterait dans le rationnel.
de l'amener de la spiritualité à mon quotidien. Parce que ça aussi, on le voit beaucoup, je pense, puis tu sais, on est dans le développement personnel, on va dans des événements, puis moi, le plus grand exemple, c'est de les gens sont dans un événement spirituel, tout est beau, là, ils sont zen, ils sortent dehors, puis là, ils se mettent à sacrer après la personne à côté parce qu'elle l'a dépassé, là. Tu sais, puis là, tu fais, mais qu'est-ce qui vient de se passer entre là? J'ai pris le temps de me déposer, me mettre au zen pour finalement sortir un pied dehors puis être prête à attaquer tout le monde, là. C'est comme si c'est compartimenté. J'ai mon moment de méditation, j'ai mon moment de détente. Ça, c'était mon moment spirituel. Maintenant, je m'en retourne à ma routine. Ouais. Quand dans les faits, selon moi, c'est comme c'est un tout. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que quand les gens me disent faut-tu méditer, je suis comme ben ça dépend. Si tu médites 10 minutes par jour, puis c'est le seul moment que tu as dans ta journée qui est comme méditatif, non, ta méditation devrait être comme 24 heures dans ta journée. D'amener de la présence dans ce qui se passe, être connecté à ce qui se passe dans ton corps. Parce que là, on est rendu à OK, je me sens pas bien parce que je suis dans un endroit que j'aime pas mon travail. Là, je vais faire de la pleine conscience, je vais méditer, je vais faire des techniques de respiration. Mais tu es encore en train de patcher le problème, mais tu ne fixes pas de problème. Fait qu'il y a une très grande dichotomie dans la réalité des gens et ce qui se passe. Ça va avec le paradoxe du progrès. On a toutes les connaissances pour être heureux. On a toutes les connaissances pour avoir de l'argent. On a toutes les connaissances pour peu importe c'est quoi. Bon, personne l'est presque. Fait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Pourquoi qu'on le fait pas, tu sais, comme, ah oui, on le sait bien, il faut tout être positif. Tu sors d'un week-end sur le mindset positif, puis là, tu traverses, puis t'envoies chier le voisin, tu sais. C'est là qu'on ne s'arrête pas à être présent à ce qui se passe. On n'a pas appris à faire ça. La femme, t'es trop émotive, on ne veut pas l'entendre, puis l'homme, il faut qu'il soit fort, fait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'émotion. C'est en train de changer, mais ça reste quand même très, très dans l'inconscient collectif. Mais tu sais, c'est toutes ces choses-là qu'il faut changer, qu'il faut déprogrammer ces paradigmes dans lesquels on est pris, puis qu'on n'a pas la vie qu'on veut en réalité. T'sais. Mais on a la vie qu'on a de besoin, mais ça, on ne veut pas trop l'entendre, parce que c'est ce qui va nous faire grandir. Mais c'est comme, pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Ben oui, parce que tu ne le comprends pas, toi, cette affaire-là. Une fois que tu vas le comprendre, tu crées ta vie constamment. Tu as la puissance de la changer constamment. Donc, c'est très, très puissant. Mais en même temps, tu préfères être la victime puis te plaindre que tu n'as pas la vie que tu veux. Fait que comme ça, ben, tu attires des éloges, les gens vont te comprendre, puis on va tout aller pleurer ensemble, puis mais tu n'amènes pas de la vie que tu veux quand même. Fait que, il faut challenger un peu. Je suis curieuse parce que là, je sais que tu as ton programme que tu lances. Ouais. Qu'est-ce que tu couvres dans ce programme-là? Fait que la première des choses que je couvre, je ne sais plus dans quel ordre de ce programme-là, parce que c'est ce que j'ai un programme, c'est que mon programme qui est l'expérience Bonheur Quantique, qui est un programme de 3-4 mois, c'est mon programme de thèse. En démontrant qu'en une courte période, on peut vraiment transformer notre santé, parce qu'en transformant notre bonheur, on transforme notre santé, fait que c'est des choses qu'on a mesurées. C'était spécifiquement sur le bonheur. Et là, je me suis dit, bon, c'est une structure qui est plus difficile, parce que ça prend des mois. On le fait en groupe, je réponds aux questions, on interagit, ces choses-là. Je me suis dit, OK, comment je peux donner accès à des gens à ce contenu-là, mais vraiment accessible n'importe quand? C'est là que j'ai bâti le Bonheur Quantique 101. Et donc, on va aller voir les fondements du quantique. On va faire les fondements de pourquoi tu n'as pas la vie que tu veux. Comprendre c'est quoi le but de la vie. On va parler de réincarnation, on va parler des études en lien avec ça, parce qu'il faut comprendre c'est quoi le but de la vie. Et on va parler principalement aussi la différence entre plaisir et bonheur, et c'est quoi le réel bonheur. Fait qu'on va aller voir dans ces choses-là. Fait qu'on met vraiment une fondation pour comprendre la vie. Et après ça, c'est à toi de dire, est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que je vais aller plus en profondeur? Est-ce que je vais aller... Mais et chacun, c'est 3 modules que j'ai. Et chacun des modules, il y a des exercices qui est un mélange de travail énergétique, chamaniste, PNL, hypnose, pour vraiment essayer de défaire des programmations qui sont très inconscientes. Par exemple, nos croyances, nos valeurs. Si je vous pose la question, t'es connais-tu? Peut-être que dans votre cas, vous en connaissez plusieurs, mais souvent, les gens ne connaissent pas vraiment. Puis après ça, la question, OK, t'es connais, mais pourquoi tu as ces croyances-là et ces valeurs-là? Ça, c'est une question encore plus subtile parce que les gens, c'est à cause de mes parents peut-être ou l'éducation, mes amis, on ne s'est jamais vraiment posé les questions pourquoi on a ces croyances-là.
Fait que c'est en travaillant sur l'inconscient aussi, on va être capable de déprogrammer des choses qui sont plus prises dans cette réalité-là. Et donc, ça amène un mix de différentes perspectives pour essayer de challenger tes croyances, tes valeurs. En réalité, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, simplement, mais avec assez de puissance. J'aime ça. Se poser des questions. Prendre le temps de se poser des questions. Mais c'est un peu comme dans le livre qu'on a écrit, il y a un guide d'accompagnement. Fait que chacun des chapitres que tu peux télécharger le guide d'accompagnement qui est gratuit. Quand tu achètes le livre, on te donne le lien. Fait qu'il y a à peu près 5 questions par chapitre qui te posent des questions face à ce que tu as lu. Déjà, dans le texte, il y a plein de questions, mais on veut t'amener à poser des questions, à réfléchir sur ce que tu lis, parce qu'instinctivement, on ne le fait pas. On n'a pas été habitué à ça. Et donc, on a amené plein de questions. Je pense qu'on a une quarantaine de chapitres, fait que tu as à peu près 200 questions pour chacun des chapitres en tout, à peu près. Là. Et donc, c'est de remettre les choses en question. On ne veut pas que tu lises, tu fais « Ah oui, c'était bon. Ah non, c'était pas bon. » Mais pourquoi? Pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est pas bon? Comme tu disais tantôt, questionne l'information. Même chose dans mon cours. Ça fait-tu du sens pour toi? Avant de dire oui, j'aime ou j'aime pas. C'est pas important que t'aimes ou t'aimes pas. Est-ce que ça vibre avec toi? Est-ce que ça l'amène quelque chose? Pourquoi? C'est le pourquoi qui est important. On ne s'est jamais demandé pourquoi. C'est pas quelque chose qu'on a appris. T'sais. Mais c'est drôle parce qu'en entreprise, j'ai fait mon MBA, la maîtrise en gestion des affaires, puis quand une entreprise va pas bien, il faut que tu te demandes 5 fois pourquoi pour trouver une solution. En santé, on ne se la pose pas une fois. Dans notre vie, on ne se la pose pas une fois. C'est pour ça que ça nous amène au paradoxe du progrès. On est si malade et si malheureux que jamais, parce qu'on ne se pose jamais de pourquoi, qui est la question de base dans nos vies qu'on devrait se poser tout le temps. T'sais. Donc, ouais. J'aime ça. Puis, nous, on a coécrit le livre ensemble. Là, tu as coécrit le livre avec ton père. Comment ça a été, la coécriture? Comment ça s'est fait? C'est quand même très intéressant parce que, bon, mari et femme, vous avez une histoire, vous avez des traumas, vous avez des choses. Papa-enfant, hein, les relations parents-enfants, c'est là qu'il y en a encore le plus. Alors, on a été élevés par ces gens-là. Et donc, on dit que ce livre-là, ça a été une réconciliation père-fils, comme ça a été science et spiritualité en même temps. Et même à un certain moment donné, il y avait tellement de friction qu'on s'est dit peut-être qu'on écrirait chacun notre livre, chacun notre bord. Parce que le challenge d'écrire un livre comme ça, c'est un livre sur l'évolution spirituelle, sur l'évolution personnelle, sur la spiritualité, sur la science. On ne peut pas écrire 2 idées différentes dans le livre parce qu'on va perdre les gens. Fait qu'il faut vraiment que ça soit une idée. Fait que lui, il voit sa vie d'une certaine façon. Moi, je vois la vie d'une certaine façon. Fait que comment conjoindre les deux? Ça a créé des frictions par moment parce que lui, il pense comme ça, moi, je pense comme ça, mais là, il faut écrire la même chose. Là. Parce que sinon, le lecteur, il n'aimera pas le livre puis ils n'en vendront pas beaucoup de ce livre-là. Fait que ça a été quand même très intéressant. Les deux, on a grandi beaucoup au travers du livre en raison de ça. On a complété des choses, on a comme pardonné des choses un envers l'autre aussi en termes de père et fils. Fait que ça a été une très belle aventure au bout de la ligne dans tout ça. Donc, ça a été très intéressant comme livre pour ça. C'est une bonne question, ça. Ben, tu sais, c'est parce que nous, je le sais, moi, c'est son écriture, mais ma pensée. Pour ça, le livre. C'est simple. Oui, c'est ça. Ça a été simple à gérer comme ça. Mais comme elle est très dyslexique, l'exercice d'écrire pour elle, c'était quasiment impensable. Ouais. Tu sais, j'ai dit, parle, puis moi, je vais transmettre. J'ai écrit un premier jet, et après ça, on a repris chaque chapitre. J'ai critiqué chaque phrase. Chaque chapitre. Et on a réécrit le livre pour que ça soit ses pensées, mais on n'a pas eu à vivre la friction parce que c'était pas ma pensée positive, c'était vraiment le livre de Sabrina, mais avec ma plume. Fait que ça a été plus facile, il n'y a pas eu de grosse friction. Mais c'est ça, ben, c'est parce que quand j'ai lu au niveau de la biographie puis l'introduction où justement c'est souligné que ça a permis de réconcilier puis ça a permis, là, j'ai fait, OK, c'est sûr que ce travail-là, parce que pour avoir rencontré aussi ton père, vous avez des pensées qui sont différentes, vous avez des bagages différents. Puis là, je m'imaginais, moi, écrire un livre avec mon père, puis je me disais, ouais, c'est un processus quand même complexe. Même si on adore les sujets communs, là. Oui, c'est ça, tu sais, on parle des mêmes sujets, on s'entend super bien, mais là, de dire qu'on va... Puis en plus, ben, c'est moi qui est l'éditeur du livre, c'est moi qui l'ai structuré, puis mon père était parti sur des idées initialement, parce qu'il avait déjà commencé à écrire, il voulait déjà écrire un livre sur
sur la vie, le bonheur, et il y avait quelque chose autour de ça. Puis là, quand je dis, ben moi, ma thèse est spécifiquement sur le bonheur, on s'est dit, pourquoi pas d'écrire un livre ensemble? Et moi, j'ai pas voulu aller avec son éditeur, parce que je voulais garder vraiment l'ouverture du livre puis faire les choses à ma façon. Fait que ça aussi, c'était comme la structure. Puis là, on voulait pas 500 pages. On en a coupé énormément. Puis là, c'était comme on coupe ton texte là ou le mien là. Fait que tu sais, ça a été... quand c'est quelqu'un externe, c'est simple. Mais quand c'est les deux qui écrivent le livre ensemble, même des fois, ma mère rentrait dans la conversation. Ouais, mais là, attends, il y a ça, pensez à ça. Et donc, Là, ça a été c'est très un souper de famille qu'on est en train de gérer, là. Ouais. Puis, tu sais, il faut dire que ton père avait écrit le livre La santé repensée, c'est ça? Exactement. Puis, ce livre-là s'était vendu de façon vraiment très populaire. Puis, on voyait des gens au salon qui venaient directement vers ton père puis qui disaient « J'ai lu ton livre, ça a changé complètement ma façon de voir ma santé, ça a changé complètement. » Fait que, tu sais, il y avait déjà quelque chose d'établi. Fait que les souliers de petit garçon de dire oui, mais moi aussi, je veux venir ajouter quelque chose. Tu sais, je pense que j'ai vraiment hâte. J'ai commencé le livre, mais j'ai vraiment hâte de voir le travail que vous avez fait là ensemble. Merci. À date, les commentaires sont très, très positifs. Je ne reçois que des beaux commentaires, donc très, très intéressant. C'est pas ces répercussions-là. Quand on écrit un livre, des fois, moi, en tout cas, c'est quelque chose, même si la majorité, c'est des romans, mais là, Sabrina, avec un livre sur le positivisme, recevoir ces commentaires-là, c'est extraordinaire. Que ce soit en salon ou par courriel ou par message, peu importe, de voir l'impact que ça a, c'est vraiment gratifiant. Puis c'est quoi que j'avais pas prévu au début, ça, cet effet-là sur les gens. C'est très cool à recevoir puis à vivre, je trouve. Ouais. Au dernier Salon du Livre, il y a une fille qui est venue y montrer, une étudiante de secondaire qui est venue montrer un travail qu'elle a fait en art basé sur son livre. Puis que c'est sur un des murs une murale à son école. Murale à son école. Elle est venue faire une murale sur son livre parce que ce livre-là l'avait vraiment inspiré. Puis là, tu fais, OK, on a vraiment un impact. C'est pas juste, justement, là, je l'ai feuilleté, je ferme ça là, puis c'est fini, on passe au prochain. Là. Ouais, effectivement. Je parlais avec c'est une entreprise qui s'appelle Pastel Fluo qui crée des documentaires. Et ils ont fait un documentaire qui vient de sortir il y a à peu près 2 semaines. Et c'est un documentaire qui est santé intégrative, de patients participants. Puis quand je lui parlais, elle dit, ce documentaire-là a vu le jour en raison du livre La santé repensée que ton père a écrit il y a presque 10 ans aujourd'hui. Elle dit, quand je l'ai lu, ce livre-là, ça me disait, il faut vraiment faire quelque chose comme ça. Il faut vraiment que les gens comprennent quelque chose. Elle dit, le livre, elle dit, il est barbouillé de fond en comble, là. Mais elle dit, c'est à cause de tout ça, quand je lui parlais, elle dit, elle est repensée, c'est à cause de ce livre-là, tu sais. Fait qu'avoir, des fois, le livre, quel genre d'impact que ça peut avoir, c'est pas juste une personne qui l'a lu, mais il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a un mouvement qui est en train de se créer autour de ça. Fait qu'on sait jamais c'est quoi l'impact que ça va avoir. Mais il faut faire attention. Notre bonheur ne doit pas être attaché aux résultats que les gens vont nous dire. Mais ça devient un peu plus difficile aussi parce que là, tu reçois plein de commentaires, les gens te donnent de la reconnaissance, de la gratification, puis il faut faire attention de ne pas s'attacher à ça, même si c'est plaisant. Fait que c'est une partie d'humilité qu'il faut apprendre à développer par rapport à ça. Donc, c'est quand même intéressant aussi dans tout ça. Et là, avec la sortie du livre, le bonheur 101, dans le fond, c'est quoi la suite? Y a-tu un plan où justement tu te laisses aller avec tout ce avec ce que vous vivez? Ouais, donc je vais ressortir mon programme. Bon, j'ai une prochaine cohorte qui va sortir janvier ou février, la cohorte l'expérience bonheur quantique, qui est le gros programme où est-ce que je suis très participant dedans. J'interagis avec les gens, je réponds aux questions aux journaliers, aux gens dans le programme. La question, c'est autour de l'anglais. On parle de traduire le livre en anglais, faire le cours en anglais, faire tous les cours en anglais. Ça, c'est une conversation qu'on a. Il y a beaucoup de monde qui nous demande pour l'audiobook. Fait que là, ça te dit, est-ce que nous, on va le lire? J'aimerais ça, mais là, c'est une question de temps. C'est de trouver l'équilibre avec bébé aussi. Et moi, j'ai tout le temps une multiple vision pour faire ci, faire ça. Je suis un gars d'idées.
Et donc là, je travaille avec quelqu'un qui va m'aider à structurer. Je veux faire des retraites, je veux faire des ci, des ça, pour vraiment challenger les gens face à leur réel bonheur. Et donc, j'ai une conversation la semaine prochaine avec ma coach pour dire, OK, ça serait quoi la prochaine étape de créer quelque chose de nouveau encore? Les gens me demandent un programme sur l'abondance, mais c'est comme, je peux te l'enseigner, mais je veux l'expérimenter puis vraiment le vivre avant de dire que ça fonctionne, mais avec le quantique, on comprend toute cette réalité-là au bout de la ligne, fait que je pourrais le faire. Mais sinon, il y a un autre programme qui est Santé quantique, qui est un programme qui me parle en étant dans la santé avec mon père pendant 25 ans, que je suis dans le domaine. Mais tout amener quelque chose de quantique, autant, par exemple, si on va parler, pourquoi le soleil, pourquoi le photon de lumière, que ça a comme impact sur ton corps. Je vais vous parler d'un autre langage complètement. C'est une autre certification que j'ai faite. Donc, je vais amener des choses qui vont challenger pas mal tous les domaines dans lesquels je vais parler. Je vais amener la science qui va confronter beaucoup de domaines dans lesquels j'apporte les choses, comme le bonheur. Je confronte beaucoup de paradigmes. Fait que si on veut vraiment avoir ma mission, c'est sur 2 choses, c'est de créer la liberté chez les gens et de créer le bonheur. Donc pour ça, il y a beaucoup de choses à remettre en question. Quand on a une hypothèque, quand on a des dettes au Canada, on est endetté à 150 %. C'est-à-dire, si tu fais 50 000 par année, tu as 75 000 de dettes. Et où ta liberté là-dedans? On va dans l'atteinte du prochain niveau de bonheur. C'est comme, on est dans cette poursuite qui nous crée notre prison en réalité. Fait que si on regarde les animaux dans les zoos font l'expérience de dépression, sont souvent médicamentés. Les animaux en nature sont très heureux. Mais est-ce que l'humain qui fait l'expérience de beaucoup d'émotions négatives, de dépression, de ci, est dans un zoo, il est en captivité puis il n'y a pas de liberté, puis il pense qu'il y en a? J'amène des concepts dans ce sens-là pour vraiment challenger. Je n'ai jamais pensé à ça. J'amène des concepts je vais parler de la Bastille en France, je vais parler des choses qui confrontent notre réalité telle qu'on la perçoit, qui va mettre des perspectives différentes et te faire questionner face à ta vie. Et donc, c'est juste le début de mon aventure, je pense, dans tout ça. J'ai une liste d'à peu près 10 autres affaires que je veux sortir, mais c'est comme, OK, c'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain niveau? C'est quoi la structure là pour garder mon équilibre avec bébé, puis pas trop travailler, parce que la vie, c'est pas à propos du travail, même si on veut faire une différence, mais c'est de s'évoluer soi-même pour évoluer les autres. Et donc, c'est de garder l'équilibre entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, c'est facile de faire comme, je vais faire, puis je vais dire aux gens qu'il faut pas faire juste faire, mais qu'il faut faire puis être. Donc, mais de rester dans cet équilibre-là, je pense que c'est une chose qui est primordiale, surtout que je l'enseigne. Et donc, c'est un peu ça, les prochaines choses à venir. Ouais. Ah ben, c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs plans à venir. Mais effectivement, souvent, cet équilibre-là, puis moi, ça, je l'ai compris dans la dernière année parce que oui, en sortant le livre, là, je disais, j'ai la plateforme de formation, j'ai les coachings que je veux sortir, je veux... Là, maintenant, il y a comme, ça se peut qu'il n'y ait pas une course. Ça se peut que la plateforme de formation, elle sorte dans 2 ans si je veux maintenir mon équilibre. Ça se peut que le coaching, pour que justement, il n'y ait pas juste le faire et que finalement, c'est nous autres qui se brûlent à essayer de dire aux gens, voici des trucs pour être heureux. T'sais. L'idée, c'est quand même de venir mettre un équilibre à travers ça. Mais moi, dans mon cas, ça fait partie la partie la plus challengeante. Parce que je suis une fille de projet. Il me semble que j'aurais 32 projets à la fois. Une chance, j'ai lui, une fois de temps en temps, qui fait « Hey, reviens donc! Tu sais, moi, mon bureau de travail est dans mon garage, on s'entend, là. Fait que mais une fois de temps en temps, il faut qu'il vienne me chercher dans le garage. Je traverse dans le garage. Tu sais, en disant « Je prévois revenir quand? Ouais. » Là, il est rendu minuit à 1 heure. Je lui demande, selon toi, t'en as pour combien de temps encore? Puis là, regarde là, elle fait « Oh! » Fait que ça. Ouais. Fait que l'équilibre n'est pas nécessairement toujours présent, mais je pense que c'est le challenge aussi de plusieurs. C'est comme moi, je me suis dit, que je vais lancer mon programme 101, je pense que c'était au mois de juin, genre. Je voulais lancer le livre au mois de mars. Puis, les choses n'étaient pas comme je voulais, fait que je disais, c'est pas grave, là. Ça sortira dans 2 mois, dans 3 mois, puis c'est pas la fin du monde, là. Puis, mais moi, j'en ferais arriver 75 000 projets, là. Là, ce que j'ai appris, c'est de dire, OK, si je veux accomplir plus de projets puis garder mon équilibre, c'est quoi la meilleure chose?
Je vais avoir une équipe, je vais avoir un coach, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Fait que j'ai commencé à m'investir plein d'argent que j'ai pas vraiment parce que ma compagnie, elle commence. J'ai investi beaucoup plus que ce que j'ai gagné jusqu'à présent. Mais ça va me permettre d'avancer plus vite sans perdre mon équilibre. Là, les gens vont dire, ah, mais non, mais il faut pas faire ça, tu vas t'endetter, puis ouais, mais tu regardes toutes les grosses entreprises, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que tu as besoin d'un taux d'endettement, d'un certain taux d'endettement si tu veux que ton entreprise lève. OK. Il y a bien des entreprises. Il a fallu qu'ils aillent chercher de l'argent pour être capable de la faire lever, mais c'est comme l'entrepreneur, c'est comme l'entrepreneur du monde web, il se dit, ben, quand je vais avoir de l'argent, je vais faire ça. Mais c'est quand tu vas l'avoir l'argent. Fait que, on est constamment en train d'attendre le prochain niveau de confort pour faire arriver quelque chose, mais on ne veut pas être dans l'inconfort. Ah ben là, oh non, ça c'est trop cher. Ouais, mais là, je vais le faire manuel. Là, je vais tout faire mes courriels. OK. Mais tu vas-tu avoir la vie que tu veux peut-être dans 30 ans ou tu la veux comme la semaine prochaine, tu sais? Façon de parler, mais c'est un peu ça, tu sais. Le niveau de confort, on veut le garder. On veut pas être dans l'inconfort, mais c'est dans l'inconfort que ça change, qu'on se transforme. On a appris à l'école qu'il ne fallait pas échouer. Oui, exactement. À l'école, on a appris qu'il ne fallait pas échouer. Qu'est-ce qui arrive quand on échoue? Ben, on devient un échec. Donc, on devient cet être d'échec. Si on échoue, je ne sais pas, en 4e année, nos amis s'en vont en 5e année, il faut que là, ils rient de toi. T'es en 4e année. Fait que là, je ne veux pas échouer, donc on veut rester dans une zone de confort, mais on sait bien que tout entrepreneur, ceux les meilleurs, souvent, ils ont échoué plein de fois. OK, mais là, pourquoi je ne veux pas échouer? Pourquoi je ne suis pas prête à prendre un risque? Fait que inconsciemment, il y a plein de choses qui nous maintiennent dans un aspect de j'ai pas la vie que je veux. Mais ouais, mais c'est correct, je suis confortable. Je vais mettre bien du plaisir par-dessus, puis ça va être correct. C'est moins pire que de prendre le risque d'échouer. Exactement. Fait que c'est. Ouais. Fait que l'être humain a besoin d'être un petit peu shaké par moment, il a besoin d'être un peu confronté. C'est pour ça que les retraites vont être des moments pour ça, parce que sur le web, ça se fait pas aussi bien. Ils sont chez eux, fait qu'ils sont dans leur zone de confort quand même aussi. Et donc, quand tu sors de là, tu les emmènes dans un endroit inconfortable. Et donc, c'est souvent là que tu vas te retrouver, puis tu vas faire Par exemple, il y en a qui font des techniques de marcher sur le feu. Là. Tu te dis, marcher sur le feu, là, pas de sens, on va me brûler. Hein. Mais on t'amène à te challenger face à quelque chose qui est comme intense. Normalement, les gens qui le font, j'ai jamais fait celle-là, mais les gens qui vont le faire, ils vont sortir de quelque chose, ils vont faire il y a une transformation qui se passe. Fait que tu sais, comment amener des environnements sécures, challengeants, transformants. Fait que je m'intéresse à toutes sortes d'affaires complètement différentes qui vont transformer ta façon d'être sur un moment. Et donc, c'est toutes sortes de genres de choses que je veux amener qui vont être différents de ce qu'on est habitué d'entendre, de dire on va juste aller faire Vipassana. Mais Vipassana, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Non, celui-là, je ne connais pas. Une retraite qui coûte 0$. Je recommande à tout le monde. Rapport qualité-prix, il n'y a rien sur le marché comme ça. Mais tu peux faire 10 heures de méditation par jour, pendant 10 jours. Tu ne parles pas, tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas lire, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas rien, tu fais juste ça. Fait que tu es nourri, logé. Là, tu t'en vas dans la salle de méditation, ils vont mettre un petit audio qui vont te dire quoi faire, puis là, tu fais ça. C'est simple. Mais tellement confrontant pour bien des gens. Quand moi, j'étais là, j'étais comme... Oui, c'est ça! Je vais faire 20 jours, 30 jours, 60 jours. Les gens étaient comme, t'es fou! 10 jours, les gens voulaient s'arracher la tête. Mais on est tellement habitués d'être dans notre confort, d'être distrait constamment, d'être confronté, d'avoir du plaisir, de ci, de ça, tandis que là, tu te retrouves à rien. Ah ben là, j'ai pas 10 jours. Là, ils ont comme un paquet de raisons. Mais là, l'argent n'est plus une raison parce que ça coûte rien. C'est une donation que tu fais à la fin. Ah ben là, je vais aller faire tel cours 3 jours, là, même si ça me coûte de l'argent, mais la personne te dit qu'elle n'a pas d'argent, mais là, elle est prête à aller faire l'autre. Parce... Fait que tu sais, on va choisir nos formations qui nous font du sens avec nous autres. Puis après ça, on va triper ces formations. Puis un de mes premiers formateurs, Alexandre Nadeau, il disait, moi, je veux pas savoir si tu as aimé la formation, je veux savoir qu'est-ce qui a changé chez toi il y a 3 mois après. Et quand tu demandes les gens de cette formation, c'est, là, c'était vraiment cool, tu devrais vraiment la faire. Qu'est-ce que tu as appris? Ouais, c'était vraiment cool. Là. Fait qu'on devient des consommateurs de formation, des consommateurs de livres, parce qu'on se sent bien, mais on sort pas trop de notre zone de confort. Parce que ça vient confirmer ce qu'on pense. Oui, exactement. Fait que là, on tripe. Fait que là, des formations, des ci, des ça, il y en a combien aujourd'hui? C'est incroyable. Le catalogue est immense.
Mais on va faire ce qui nous fait plaisir, ce qui fit avec nos valeurs, ce qui est pas trop inconfortable, juste un peu, en général. T'sais. Il y en a qui trippent dans l'inconfort. C'est pas, ben, comme vous autres, je pourrais dire ça, de dire on va partir au Nicaragua avec nos enfants, puis ci, puis ça. Ben, vous sortez de votre zone de confort. T'sais. Combien de monde... tu sais, de voyager à sac à dos, parce qu'on voyage à sac à dos avec les enfants. La première fois, la petite, elle avait 4 ans, là, quand on est parti en sac à dos avec elle, là. Puis, pour plusieurs, c'est de voir ça comme une méga sortie de zone de confort. Moi, je me sens plus inconfortable dans un tout inclus. Tu sais, moi, ça fait partie, je pense que je me sens plus confortable à partir en voyage comme ça. Mais c'est vrai qu'on a fait vivre des sorties de zone de confort à nos enfants énormes, là. Énormes. Mais aujourd'hui, quand je leur pose la question, quand je m'étais qualifiée pour le dernier voyage, je leur ai dit, OK, où est-ce qu'on va? Je vous offre. T'sais, on n'a pas fait beaucoup de tout inclus dans notre vie. Voulez-vous aller dans un tout inclus? Voulez-vous qu'on découvre un nouveau pays? Voulez-vous aller dans la jungle? Et ils nous ont répondu, on veut retourner dans la jungle. Ouais. J'ai fait leur plus grosse sortie de zone de confort. Parce que, tu sais, les premières nuits, tu dors pas. Tu sais, entendre tous les bruits, à sentir les bébés de toi, tu dors pas. Les insectes sont tellement gros qu'on les sent sur nous, on sent leur poids. Mais qu'ils me répondent, je veux retourner dans la jungle, c'était pour nous la confirmation que c'est ça qu'ils avaient besoin. Ces sorties de zone de confort-là leur rapportaient énormément. C'est ça. Ouais, mais tu sais, si on regarde, si tu as vu des entrevues avec des enfants qui ont fait le tour du monde, c'est des enfants fascinants. À comparer des enfants qui sont allés à l'école, qui ont suivi le cursus, mais ils ont fait l'aventure, ils se sont retrouvés dans toutes sortes de situations inconfortables ou imprévisibles, qu'on pourrait dire. Tu sais. Mais c'est ça, c'est ce qui forge la personnalité, ce qui forge le monde. C'était juste dans ta zone de confort, il se passe quoi? Tu sais, mettons, tu prends Sidney Crosby, là, un meilleur joueur de hockey quasiment de tous les temps. Tu l'envoies jouer avec des pee-wee. Il sera jamais bon après. Là. Il faut que tu te mettes dans une zone avec des gens qui ont un challenge, qui vont te confronter, qui vont te challenger. Mais on veut pas trop ça. Tout inclus, c'est bien plus le fun. Hey, on fait rien sur la plage, on fait le bacon. Mais tu reviens, t'es pas ressourcé en réalité. T'sais. Fait que tu sais, Puis t'es pas transformé. Voilà, c'est ce qu'on a aimé, c'est qu'on est revenu transformé de ces voyages-là. À chaque fois, il y a un impact sur notre façon de vivre, il y a un impact sur notre façon de penser. Et pour les enfants aussi, c'est sûr, là, tu sais, là, ils arrivent dans leur cours d'histoire, ils arrivent dans le pays, là, ils font, ah, ben, moi, ça, je l'ai vu, ah, ça, je suis allée. Non, c'est pas de même que ça se passe, tu sais, c'est parce qu'ils l'ont vécu. Mais, puis ça leur a amené vraiment une vision de comprendre à quel point on est chouchouté ici. À quel point, mais que c'est pas ça qui détermine le bonheur. Mais c'est sûr qu'ils comparent, puis la pauvreté, la vraie pauvreté, ils l'ont même, puis on n'est pas allé dans les pays les plus pauvres, mais ça reste que, tu sais, de comprendre que c'est pas tout le monde qui a un toit, puis pour ceux qui se pensent chanceux d'avoir un toit, c'est un mur en ciment avec un toit en tôle de 10 par 10, puis ça, c'est la maison pour toute la famille, mais qu'eux se considèrent les choyés de la gang parce qu'ils ont ça. C'est venu montrer un autre aspect quand même. Puis ça, je suis super contente là, qu'on ait permis aux enfants de vivre ça. Au même principe que toi, tu es au Mexique présentement, ta fille va grandir dans une réalité qui est différente aussi. Ça aussi, ça permet de comprendre que c'est pas juste qu'est-ce qui se passe ici puis qu'on voit à la télé là, qui est la réalité. Oui, exactement. Tout à fait. Tu sais, même mon père, il disait des fois à ses clients, les clients étaient dépressifs, tu sais, plein d'argent, puis il dit, dans un sens, ma prescription pour toi, là, va genre au Tibet, au Népal, là, va voir la pauvreté là-bas. Là. Et puis les gens reviennent souvent transformés de cette réalité-là, parce que là, ça peut être confrontant, tu sais. Pour beaucoup, moi j'ai du plaisir, je vois la beauté, j'étais avec les gens, je vais être avec le peuple, puis la même chose quand on est allé au Pérou, je voulais vivre avec les gens, je voulais rentrer avec les gens, je voulais connecter avec eux autres, tu sais. Puis ils m'ont envoyé dans une famille, mais genre, ils ont une salle avec la grosse télé, puis ces affaires-là, j'étais comme, mais là, c'est une affaire touristique, là, c'est comme, c'est pas ça que je t'ai demandé, mais tu sais,
Fait que, tu sais, c'est même là, tu sais, ils veulent t'amener, puis là, c'est comme, ils veulent pas trop te sortir de ta zone de confort. Ils sont comme, OK, on veut s'assurer qu'il va aimer ça, puis qu'il soit ici, puis j'étais comme, moi, je veux vivre la même chose quand j'ai fait le Machu Picchu. C'est un trek organisé, mais t'as tes cuisiniers qui partent avec la bonbonne de gaz propane sur le dos, ils te font un 5 services, t'as la table. J'étais comme, c'est du camping de luxe, là. Comme j'en revenais pas, là, je savais pas ça, là. Et donc, tu sais, c'est comme, c'est pas là que t'as l'expérience de l'intensité de la réalité, tu sais. Mais c'était Ouais, quand même effectivement. Puis c'était quand on voyage, souvent c'est difficile d'avoir cette vraie réalité-là. Nous, on a eu la chance les 2 fois. La première fois où on est allé dans la jungle, c'est qu'on a trouvé un Airbnb dans la jungle. Fait que c'est tout simplement qu'on empruntait une hutte de quelqu'un qui habitait là, qui lui était qui était pas un local, mais on vivait avec les locaux. Mais on a vécu à notre rythme à nous. On est allé faire notre propre épicerie. La deuxième fois, on est allé vivre avec eux, dans leur hutte, à leur rythme à eux. Fait que là, c'est confrontant, là, parce que c'est pas toi qui décides à quelle heure tu manges. C'est pas toi qui décides qu'est-ce que tu manges. C'est pas toi qui décides quelle activité tu vas faire. Faut que tu te laisses guider. Et de décrocher pour se laisser guider, moi, a pris plus d'une journée. Ouais. Parce que j'étais tout le temps en disant, OK, c'est quoi la prochaine activité? Là, vous êtes toujours, va leur parler, à quelle heure on mange? Qu'est-ce qu'on fait. Là, qu'est-ce qu'on mange? Tu sais, c'est parce que là, c'était le contrôle. Ouais. À partir du moment où tu lâches le contrôle puis tu te dis, OK, non, je vais vivre l'expérience à leur rythme, à leur façon, sans inquiétude, en leur faisant confiance. Et là, cette journée-là, ils nous embarquaient dans une pirogue. Pas de ceinture de sécurité. Pas rien. Et on descend la rivière Amazon. On était 8 ou 9. Et là, tu te dis, j'ai-tu bien fait de lâcher prise, là? Je suis comme plus sûre, là, si j'ai bien fait de lâcher prise. Mais pour vrai, ça a été notre plus belle expérience. Ils nous ont amenés dans la jungle, qui pour eux appelait la plantation. Mais c'est carrément la jungle. Et c'est parce que là, ils savaient qu'à telle place, il y a un arbre pour guérir. Il y a telle place, il y a telle... Puis là, ils nous montraient, bon, mais celui-là, c'est pour guérir les blessures de la peau. Fait que là, ils coupaient, ils prenaient la sève, puis après ça, ils reparchaient l'arbre pour être sûr que l'arbre guérisse bien. On arrivait à un autre, il dit, ici, c'est pour tout ce qui est maladie pulmonaire. Il dit, celui-là, on l'ingère. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui est malade au niveau des poumons, ben c'est ce qu'on vient leur prendre. Puis pour comprendre que il dit, nous, on a tout ici. On manque de rien. Ouais. Quand dans les faits, pour nous, il manquait beaucoup de choses. Mais c'est eux qui étaient pour nous montrer qu'il manquait de rien. Ouais. Et ça l'a montré à nos enfants, je pense aussi, que tu n'as pas besoin de plus que ce qu'eux avaient dans la vie. Parce qu'eux avaient tellement plus, premièrement au niveau des connaissances pour la santé. Dans leur croyance, ils disaient, la nature est équilibrée. Et pour chaque mal, il y a une solution. Pour chaque problème, la nature a une solution. Pour chaque maladie, la nature te propose un remède. Fait que, en vivant avec cette conviction-là, effectivement, chaque maladie avait son remède. Et après 4 jours, je voulais plus partir. Moi, je serais restée. Moi, c'était, OK, là, j'ai trouvé mon spot où je suis zen. Pourquoi je sortirais de là? Parce que là, ça voulait dire retourner à un rythme de vie qui est différent. On a essayé de garder ce rythme-là. Je pense que ça a duré 2 jours. Mais c'est pas évident, hein. Tu sais, les autres, ils ont pas de travail, tu sais. Ils sont principalement dans l'aide, puis ils sont dans la survie plus que d'autres choses. Nous autres, on n'est plus dans la survie. Fait qu'on devrait pas être stressé comme un peu l'aide, en réalité. Mais on est dans l'accomplissement de faire plus, puis ci, puis ça. Puis... C'est comme là, je veux partir à un éco-village au Mexique. T'sais. Puis là, je suis comme, OK, ça prend plusieurs millions parce que les terrains sont chers où est-ce que je suis. Je suis comme la partie la plus chère au Mexique. Mais là, on veut ça, là, on veut partir ça. Il y a comme une grande complexité. Le genre de stress et la complexité que j'amène dans ma vie pour amener quelque chose, pour démontrer quelque chose, je suis comme ça. Au début, je voulais me joindre dans un, mais après ça, j'ai jamais trouvé quelque chose qui fitait avec ce que je voulais créer. Et là, je me suis dit, on va le créer. Je suis comme là, veux-tu vraiment faire ça? T'sais? C'est comme, on va se lancer dans 1 million de projets, mais en même temps, ces projets-là nous amènent quoi? Des choses pour nous faire grandir. Si on est prêt à l'écouter.
Si ta job, c'est juste donner des journaux, ça ne doit plus exister. Ça doit exister encore, peut-être. Là. Quand on était jeune, ben, on pouvait partir puis à 5 heures du matin, puis on avait des journaux en bicycle à tous nos voisins, puis c'est ça. C'était quand même assez simple. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de se compliquer la vie à des niveaux fous. Là. Mais chaque chose est quelque chose qu'on peut apprendre. Si dans ta business, c'est tout le temps difficile, ben, tu te demandes pourquoi c'est difficile. T'sais. Pourquoi l'autre, c'est tout le temps facile. Il y a quelque chose d'autre à apprendre, puis toi, tu as quelque chose d'autre à apprendre. T'sais. Mais on ne veut pas le faire. On va faire, on va faire autre chose. OK. Tu vas l'apprendre ailleurs. T'sais. Fait on veut ça va revenir autrement. Revenir autrement, exactement. C'est pour ça que tu vas C'est tout le temps avoir drôle, ce je que me tu faisais veux pas, traiter. mais ce que tu as besoin. Exactement. Je me faisais traiter, je me suis blessée dans le sport. Puis je me suis fait une entorse cervicale. Et l'ostéopathe qui me traitait, qui est très, très, très spirituelle, a dit, je veux que tu comptes combien de fois tu t'es blessé de façon majeure. Et à quel moment tu venais te blesser de façon majeure? Parce qu'elle dit, moi, j'ai l'impression que tu as quelque chose à comprendre. Mm-hmm. Au-delà de la blessure, le pourquoi tu t'es blessé, c'est ça qu'il faut que tu trouves. Parce qu'elle dit, c'est sûr que c'est récurrent. Puis là, je suis sortie de là, puis depuis ce temps-là, j'ai toujours pas trouvé la réponse, hein, d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on a posé la question que la réponse est arrivée. Mais elle m'a amené pour une première fois l'ouverture, là, mais pourquoi ça revient? Pourquoi ce cycle-là revient? Puis combien de cycles on a dans nos vies, là, tu sais, qui... Puis elle dit, tu sais, là, je te parle de ta vie à toi, mais elle dit, si on reculait, d'après moi, on en trouverait d'autres réponses, là. Mais effectivement, pourquoi toujours... Qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Mm-hmm. C'est une chose que je vais expliquer dans mon cours de santé quantique, c'est s'il y a quelque chose qui t'arrive, c'est un message qui te parle. Tu sais, chaque chose a une raison d'être. Si tu ne l'écoutes pas, ben le signal, il va être plus fort. Mais si tu ne l'écoutes pas, il va être encore plus fort. Si tu ne l'écoutes pas, il va être encore plus fort. Là, tu vas te retrouver, par exemple, avec un cancer, un peu comme Sophie Rice qui a écrit un livre qui s'appelle « Un cancer en cadeau », ben c'est ça. C'est pas vraiment plus gros que le cancer, c'est la mort. À un moment donné, c'est parce que tu n'as rien compris. Mais il y a quelque chose à comprendre sur chaque chose, mais on est tellement déconnecté de notre corps qu'on ne l'écoute pas. Toi, si tu retournes en Amazonie, dans ton groupe, eux autres, ils sont conscients de ce qui se passe, fait qu'ils ont des remèdes pour ces choses-là, mais à un moment donné, un cancer, ils n'ont pas de remède parce qu'ils n'en ont pas. En général. Ils n'en ont pas. C'est ça qu'ils nous disaient, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Exactement. Ils n'ont pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus à l'écoute. Ça ne prend pas des années avant d'écouter quelque chose, avant que ça soit trop grave. Fait que, ils ont une sagesse de leur corps, il y a une sagesse qui est enseignée. Et normalement, c'est souvent plus les sages qui vont enseigner aux enfants. C'est une question de communauté. Ils ne vivent pas individualistes comme on vit aujourd'hui. Fait que, c'est quelque chose de très intéressant. C'était comme ça dans nos pays il y a très, très, très longtemps. Mais c'est encore comme ça dans ces endroits-là qui sont éloignés de la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. T'sais. C'est des peuples tellement fascinants d'apprendre leur sagesse, d'apprendre comment ils vivaient. Et c'était la même chose pour les Mayens au Mexique. Les Amérindiens, c'était beaucoup comme ça. Là. C'était en train de tout perdre de cette réalité-là. Il y en a encore quelques tribus éloignées qui vivent ça. Mais c'est très rare. Mais c'était des communautés, c'était des tribus. Aujourd'hui, on dit qu'on est des sociétés, mais c'est des individus vivant dans une même région, puis ça finit là. On est très, très individualiste. Donc, j'ai vraiment hâte de poursuivre la lecture de votre livre, parce que là, de ce que je comprends, c'est que je vais avoir plein de questions à me poser et de réponses à aller chercher. Je vais mettre le lien pour ceux qui veulent se procurer le livre. Je vais mettre le lien aussi de ton programme. Je sais que là, nous, le podcast va sortir fin novembre. Début décembre. Ouais. On va être rendu début décembre à ce moment-là. Donc, je sais que ton programme est toujours disponible. Les gens vont pouvoir embarquer dans ta prochaine cohorte. Fait que ça, c'est quelque chose. Là. Si justement le questionnement fait partie de ce que vous recherchez, je pense que tu as quelque chose, Philippe, à apporter. Puis même s'il l'est pas, je pense que c'est le temps de le déclencher. C'est primordial. Et par exemple, le livre, là, tu dis le lien, mais il est partout au Québec, dans toutes les librairies du Québec, sur Amazon. Donc, il est vraiment partout à ce moment-là.
Est-ce que c'est le temps de le moment Ben positif? Bien, certainement. On demande toujours aux invités, puis on se le demande à nous-mêmes, c'est quoi le moment positif, ton moment positif de la semaine? Ouais. Ben, moi, je pourrais dire que le moment positif, c'est d'être revenu à la maison après 7 semaines de route. On a fait le lancement du livre. Après ça, j'étais allé en Inde pour mon doctorat. Après ça, j'avais des choses à gérer aussi. Fait que je suis parti 7 semaines et là, d'être retour avec maman et bébé qui étaient avec moi tout le long. Donc, ça a été beaucoup de changements, beaucoup de décalage horaire aussi au travers de tout ça. Donc, beaucoup de voyagements. Donc, de revenir chez vous dans la nature, où est-ce que je suis, là, c'est comme, il fait frais, mais en même temps, quand tu sors au soleil, c'est chaud. C'est comme ça tout le temps. Et donc, c'est vraiment, je suis très, très content de revenir dans ma réalité, dans mes routines, dans ma chose pour être créatif, puis d'être mieux balancé aussi. C'est tout le temps plus facile dans tout ça. C'est le fun de revenir chez nous Oui. après un long moment d'absence. C'est le fun de retrouver nos choses. Toi, Sabrina? Ben, gars, j'hésite entre deux. Ben là, on est dans la préparation, nous, de notre départ dans un mois. Fait que c'est sûr que moi, c'est la partie que j'aime beaucoup. Venir faire les plans de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut apporter, parce qu'on apporte tout le temps des choses à redonner là-bas, tu sais. Fait que ça fait partie de mon plaisir. Mais de l'autre côté, justement, mon corps a eu un combat, on va dire ça comme ça. Chute en patinage artistique, entorse cervicale. Mais de revenir, c'est des fois, on prend pour acquis le bien se sentir. Puis quand on a des phases de douleur aiguë, comme je viens d'avoir dans les 2 dernières semaines où j'arrivais même pas à dormir, tu sais, là, je dormais des tranches de maximum 1 heure, de revenir au zéro douleur, c'est tellement un bonheur parce qu'il y a comme la gratitude qui vient avec ça de je suis juste bien là. Je peux bouger, j'ai pas mal. Ça, ça reste que c'est au-delà de mon plaisir présentement de préparer le voyage, de la gratitude de revenir au zéro douleur. Puis c'est pas 100% acquis pour le long terme, mais ces périodes-là que j'ai de zéro douleur sont pour moi mes périodes bonbons. Et pour la première fois, j'étais en acupuncture, puis les premières minutes de zéro douleur que j'ai eues, les larmes me coulaient sur le bord des joues, juste de dire « Oh mon Dieu qu'on est bien ». Juste ça, parce que je venais de passer à travers un 14 jours hyper intense. Là. De ton côté? Moi, je pense que je suis musicien. J'ai fait partie d'un groupe de musique pendant longtemps. Ma fille la plus vieille, à 8 ans, elle m'avait surpassé au piano, puis elle a fait le conservatoire, puis tout ça. Et mon garçon, mon deuxième enfant, Maël, a pas beaucoup développé le sentiment musical et ni l'intérêt. Là, il y a 15 ans, puis il est arrivé il y a 1 mois et demi. Ouais, je fais partie d'un band. Mais Maël, qu'on a toujours dit qu'il faussait en applaudissant, je suis resté un peu surpris. Ah, puis là, il a demandé, mais quel instrument tu joues? Parce que tu joues pas d'instrument. Et il venait de décider qu'il faisait de la basse. Il jouait de la basse. Fait qu'il a pris ma basse et ça fait 2 mois, à peu près 1 mois et demi qu'il pratique. Et honnêtement, il est vraiment bon. Je suis resté immensément surpris. Je pense qu'il avait juste pas développé l'intérêt. Et là, il a amené la baisse, l'ampli à l'école. Puis là, les autres amis l'ont entendu comme à travers le local parce que c'est fort quand tu joues. Et là, tout le monde capotait à quel point il était bon. Fait que moi, ça m'a rendu extrêmement heureux de voir que finalement, on a toujours pensé juste parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Puis effectivement, il fausse beaucoup. Là. Tu sais, quand il chante, là, il n'entend pas la note, mais quand il joue la note. Et ça, je trouve ça très cool d'entendre pratiquer. Tu sais, au début, j'étais là, ça me faisait Puis là, maintenant, il joue ses pièces. Puis il a eu le courage de s'inscrire dans un band avant d'avoir pratiqué l'instrument pour la première fois de sa vie. Fait qu'il avait comme une confiance en lui qu'il allait aimer ça et être bon. Mais ça marchait. Ben oui. Fait que non, c'est un petit moment positif de le voir, de l'entendre pratiquer, puis de le voir prendre la basse, puis il me pose des questions. Papa, tu sais ça. Fait que là, comme bassiste, des fois, quand il joue pas du rush, mais mettons que tu veux jouer du rush, ben, tu triches un peu parce que t'es pas Geddy Lee, mettons. Fait que là, j'ai montré que certaines notes, tu pouvais passer à telle place et telle place. Fait que là, il développe
ça, moi, j'ai trouvé ça. Qui me pose des questions sur la musique, déjà, j'étais très content. Fait que super! Merci vraiment, Merci. Philippe. Je suis contente. Déjà, on trouvait que la vibe était bonne quand on t'a rencontré, puis quand on a rencontré ton père au printemps, mais je comprends que cette quête-là et ce désir-là du bonheur et de questionner les choses, ben c'est que ça fait partie de notre réalité. Nous, le fait de... C'est pas parce que c'est la façon que tout le monde fonctionne que c'est la façon que nous, on décide de fonctionner. On questionne beaucoup de choses au niveau d'élever nos enfants, au niveau de voyager, au niveau de l'entrepreneuriat. Puis là, ben, je comprends à quel point ça venait regrouper ce que vous faites de votre côté, vous autres aussi. Là. Un gros merci. Ben, merci à vous. Merci à vous. À toutes les fois qu'on fait des podcasts, on le dit toujours, n'hésitez pas les gens, écrivez-nous des commentaires. Si vous avez aimé ce que Philippe Brouillard a dit, si c'est venu vous chercher, n'hésitez pas. Communiquer, il va avoir oui. les son liens. Son Instagram est super facile. L'Instagram est là. Fait que communiquer avec lui, communiquer avec nous pour commentaires, questions. C'est toujours extrêmement plaisant de vous lire. Puis c'est impossible que des messages comme ça aient pas touché quelqu'un. Là. C'est sûr que ça vient, fait que ce soit pour le livre ou pour le programme, peu importe, écrivez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, souriez, la vie est belle.